Bienvenue dans Ça déraille, l'émission vélo la plus longue du monde. Oui, parce qu'aujourd'hui on en a plein de choses à dire, hein. C'est l'heure de la grande preview du Tour de France. On décrypte tout dans notre première partie, le parcours, le duel Pogacar-Vingegaard attendu, du classique quoi, mais il y aura du moins classique, vous le verrez. Dans Ça déraille, vous le savez, on ne fait jamais comme tout le monde. En deuxième partie, on se concentrera sur nos amis, les Français, David Gaudu, Julien Lafilippe, Thibaut Pinot et les autres, mais aussi, parce qu'il est là avec nous, James Odvaart aujourd'hui, un petit peu de Belge, un petit peu de Belgique, parce qu'on est obligé de lui donner la parole. Le roi du tunnel est avec nous aujourd'hui, on aura le quiz tout à l'heure, des surprises aussi, on a pas mal, et la première surprise c'est qu'on fait gagner un petit livre lors du quiz tout à l'heure, même le plus grand livre qui existe sur Terre, j'en parlerai tout à l'heure. Jérémy Sakian, qui est l'un des auteurs, va surtout nous décrire de quoi ça parle. Bien, je fais le menu, on le sait, je vais peut-être présenter les convives du jour. James, tiens, j'ai commencé par toi. Notre Belge national vient avec nous aujourd'hui pour parler de ce Tour de France. Salut James. Salut à tous, je savais pas que Jérémy Sakian savait écrire, mais ok, cool. Ah, alors je sais pas de qui tu parles, mais indéniablement c'est pas moi. Oui, alors oui, il y a un petit problème sur le nom de famille, mais il a l'habitude. En tout cas, ouais, oui. Ni le premier ni le dernier. Après, hein. Il y a son nom dessus, on sait pas vraiment s'il a fait quelque chose. Ben, tiens, Jérémy, salut, bonjour je te à présente. tous. Bonjour, Merci, oui, merci. auteur, du coup, chroniqueur, compositeur, chanteur. Alors chanteur va mieux éviter. Mais on peut essayer si vous voulez. Non, on va imiter. Imitateur aussi. Imitateur. Ah oui, c'est vrai qu'on adore d'ailleurs tes imitations dans le chat la plupart du temps. Théo Barbédu qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui. On le voit une fois 5 comme minutes, les éclipses. il est là. Oui, il est là 5 minutes parce qu'après il faut qu'il parte à 12h15. Ouais, mais le reste du temps, j'ai écrit les livres pour Jérémy Sakian et après, il s'est fait appeler. Il fait genre que c'est lui qui les a écrits. C'est mon scribe. Ah, c'est une très bonne situation. C'est celui qui scribe tout. Voilà, tout à fait. Pour ceux qui ont la rêve, on n'arrête pas de faire des rêves de films aujourd'hui. Anthony Nicolas n'est pas avec nous aujourd'hui. Tant mieux. Mais il est dans le chat déjà. Il a déjà envoyé quelques messages. Mais je conseille à Anthony Nicolas de rester dans le chat puisqu'il y a des petites surprises à la fin. J'avais écrit pourquoi je ne l'ai pas pris, parce qu'on a besoin de personnes qui connaissent un minimum le parcours et les équipes du Tour de France. Donc c'est sûr qu'on l'a mis sur la touche directement. Voilà, donc vous êtes prêts? C'est oui, bon, oui, on est parti pour la grande preview du Tour de France. C'est parti pour le départ. Allez mon petit, on en remet là, on en remet. Alors, première chose que je vais vous demander, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous ai demandé vos 3 points, les 3 points importants, ceux que vous avez envie de voir sur ce Tour de France 2023, par-dessus tout. On commence avec toujours celui qui se déplace, honneur à celui qui se déplace. Jérémy, je prends même mon petit crayon. C'est bien normal. Je prends même mon petit crayon pour noter tes 3 points si jamais je les oublie. Alors mes 3 points, ça va être très rapide. Une grande bagarre d'entrée, ça veut dire quoi? Ça veut dire premier week-end, Bilbao, boum, je veux en voir partout. Je veux du Van Der Poel, du Pogacar, du Van Aert, du Vingegaard qui se mettent déjà minables. Je veux aussi sur le long terme un vrai duel Pogacar-Vingegaard. On a été frustrés sur le Giro, on a été frustrés sur Paris-Roubaix. Je parle même pas de Liège-Bastogne-Liège puisqu'il n'y a pas eu du tout de duel. Donc cette fois-ci on veut un duel jusqu'au bout. Et j'aimerais aussi un classement annexe disputé, le maillot à pois, le maillot vert, jusqu'au bout aussi. Et le maillot blanc, puisse s'enflammer. Non, maillot blanc, malheureusement, je le mets un peu à part. Mais au moins maillot vert, maillot à pois, qu'il y a de la bagarre, quoi, pour de bon. Très bien, j'ai noté vos 3 points. Et donc, du coup, on va pouvoir... Et tu me vois maintenant. Dérouler. Ouais, parce que t'es vos 3 points, parce que nous, on parle pas. Ouais. Théo, tiens, vas-y, tu prends la parole. Vas-y, garde-la jusqu'au bout pour tes 3 points. Moi, je veux tout le contraire de Jérémy. Ah, ça c'est-à-dire pas un Tour de France cannibalisé par Vingegaard et Pogacar. Je voudrais une première étape pour Valentin Madouas avec son beau maillot de champion de France, parce que je pense qu'il a le niveau pour, mais malheureusement, si David Gaudu reste encore dans la bataille pour le général, ça risque de limiter ses potentialités d'aller à l'avant. Et j'aimerais bien, pour le petit clin d'œil, mais ça c'est très cocorico, j'aimerais bien que Cofidis en gagne une enfin, quoi. 2 derniers points qu'on fera dans la deuxième partie, puisqu'on parlera des Français, avec Cofidis qui a eu un petit maillot de champion de France il n'y a pas très longtemps, ça aussi. Le premier. Il n'y avait jamais eu. Oui, tout à fait, le premier. James, tes 3 points. Le premier est identique à celui de Théo, c'est-à-dire un 3e larron pour foutre le bordel, entre guillemets, dans le duel tant attendu. Et alors, 2 autres points. J'aimerais bien voir Caleb Ewan faire un sprint jusqu'au bout. Parce que quand il a compris qu'il ne gagne pas, il se relève. Donc ça, ce serait déjà un objectif en soi. Et puis, si UnoX, pour sa première participation, pouvait briller sur ce premier grand tour, ça me ferait plaisir. Voilà, gentil, quoi. C'est pas une équipe belge pourtant, mais bon, tu les Non, supportes. non, mais bon, voilà.
Je suis pas 100% centré sur les Belges. Bon, on aura le temps d'en parler du NOX dans des petits trophées qu'on décerne tout à l'heure. En attendant, on va parler, on va bien sûr parler des 3 points au fur et à mesure, mais on va commencer par le commencement, le parcours qui a été dévoilé maintenant il y a quelques mois. Un parcours assez atypique, j'ai envie de dire. Donc il y a entre 6 et 10 occasions pour les sprinters. J'ai compté 7 étapes de montagne, donc 4 arrivées au sommet, un chrono de 22 km très difficile. En fait, cette année, j'ai envie de dire, c'est un parcours vraiment atypique. Un Tour de France comme ça, de mémoire, j'en ai pas vraiment souvenir. C'est assez particulier, Jérémy. Je sais pas ce que tu en penses. Je pense pas que ce soit un parcours atypique, je pense que c'est un parcours qui est dans l'air du temps. Quand on a commencé, nous tous, on est à peu près de la même génération, à s'intéresser au cyclisme. Il n'était pas rare d'avoir un tour avec 2 chronos individuels de 50-55 bornes, d'avoir un chrono par équipe d'à peu près la même distance, plus parfois même un prologue. La réduction du nombre de chronos, c'est une tendance qui s'affirme depuis des années maintenant. C'est vrai que là, c'est un tour pour grimpeurs, c'est un tour pour punchers, c'est un tour où il sera difficile de monter en puissance parce qu'il faudrait être dans le vif du sujet tout de suite, au risque de perdre du temps sur les 2 premières étapes, qui ne sont pas des monstres de haute montagne, mais qui sont des étapes piégeuses, des étapes qui ressembleront à des classiques. Et bien souvent, c'est là que les différences se font. Donc, moi, un parcours que je trouve excitant, un parcours que je trouve plutôt attrayant parce qu'il va pouvoir récompenser tous les coureurs. Il y a aussi pas mal d'étapes pour les sprinteurs. Bon, on ne découvre pas aujourd'hui, c'était au mois d'octobre, donc on a eu le temps de se familiariser avec toutes ces étapes-là. Mais non, un parcours pour moi qui sera, selon toute vraisemblance, une réussite à la fin. Théo, qu'est-ce que tu penses de ce parcours? On a eu le temps d'en parler, évidemment. Maintenant que le Tour de France approche à grands pas, il reste plus que quelques jours avant le grand départ à Bilbao. Finalement, je parlais d'un parcours atypique. Je ne sais pas si c'est la réalité dans ce qu'on voit sur le papier. Il y a eu que 2015, je crois, où il y avait moins de chronos que ça sur une édition du Tour. Moi, je suis globalement d'accord avec Jérémy. Juste, je dirais que moi, ce qui me plaît, c'est plus la répartition sur les 3 semaines des grands rendez-vous qu'on pourra avoir. Parce que contrairement au Giro, justement, où tout le monde a dit qu'on s'était ennuyé, mais parce qu'il y avait cette fameuse 3e semaine qui un peu figeait tout. Et tous les gars un peu attendaient cette 3e semaine harassante. Là, je trouve qu'on a un peu dispatché ça partout, comme tu disais, Jérémy, où il va y avoir déjà un week-end très difficile. Donc moi, j'espère avoir une course moins figée. En tout cas, je trouve que le parcours est mieux dessiné qu'au Giro. Je dis pas qu'il est parfait, parce que sur des enchaînements d'étapes de montagne, c'est pas forcément toujours parfait. Mais en tout cas, moi, je trouve que c'est mieux dessiné, bien mieux que dessiné que le Giro. James, c'est ces étapes vallonnées qui pourront sans doute faire la différence sur ce Tour de France. C'est ça aussi la particularité cette année. Bon, déjà on commence de Bilbao, mais d'habitude on a les étapes de montagne, on a du chrono. Bon là on en a presque pas, c'est presque un chrono en montagne on va dire. Du coup c'est peut-être la différence pourra être faite sur ces parcours vallonnés, difficiles. Oui, chaque étape peut réserver son lot de surprises, à part quelques exceptions où là on a bien compris que c'est comme l'étape de Bordeaux qui vraiment... Voilà, ce sera un rendez-vous pour les sprinteurs à ne pas louper. Et il y a vraiment énormément de pièges et je rejoins tout ce qui a été dit. Il y a une répartition des difficultés beaucoup plus homogène, beaucoup plus équilibrée que lors du dernier Tour d'Italie. Donc c'est pour ça que ça peut donner vraiment un tour vraiment captivant du début jusqu'à la fin. Évidemment, si les deux, Vingegaard et Pogacar décident de mettre tout le monde d'accord dès le premier week-end, ça peut évidemment changer la donne, mais bon, ça on verra bien ce qui se passe au premier week-end, mais globalement, voilà, ça s'annonce bien. Moi j'aimerais bien ajouter un truc, Johan, pardon. Vas-y. Quand tu nous as demandé les 3 choses qu'on aimerait bien avoir sur ce Tour de France, moi j'en ajouterais même une 4e. J'aimerais bien avoir une bagarre entre les favoris, mais sur une étape qui ne leur correspond pas forcément. Et je trouve que ça, on l'a plus sur le Tour de France. On l'avait dans les années 80, 90, ou même sur des étapes un peu de plat. On pouvait un peu se faire en tout cas des trucs de moyenne montagne, on pouvait un peu se faire la bagarre. Et je trouve qu'on n'a plus ça sur le Tour des années 2000, 2010, 2020. Et j'aimerais bien qu'on mette à profit un peu des étapes dites sur le papier de baroudeur pour qu'un des mecs du top 10 aille dans un groupe, ça met la pagaille partout, le leader d'un tel est pas bien, hop, on travaille derrière. Et voilà, j'aimerais bien qu'il y ait ce genre de scénario-là, je sais pas ce que vous en pensez. Froome l'avait fait un peu, Bon, c'était sur un peu avec Sagan, Bodnar et Thomas, ils avaient fait une mini bordure, ils avaient pris un petit peu de temps, mais c'est vrai que là, Pogacar, Vingegaard... Ils ont tellement d'occasions de briller sur leur terrain que c'est pas dit que ça mette le feu de loin. Mais est-ce que tu mettrais pas à profit ce genre d'étape-là un peu casse-pattes, mais où peut-être les gars se disent bon, aujourd'hui c'est pour les échapper, ça va être un gros groupe de 30 machin, parce que sur des étapes dites de haute montagne, tu les mets rarement en difficulté, à moins d'une fringale ou d'une défaillance complète.
faut essayer d'aller dans d'autres terrains pour les piéger. Moi, je suis d'accord, mais quelle étape tu vises? Parce que si on parle du premier week-end, moi, je suis persuadé que ce sera la bagarre. Maintenant, si c'est vraiment des étapes... Oui, mais ça va être la bagarre pour les favoris, où on le sait un peu à l'avance. Je pense qu'il y a plein d'étapes dites de transition, entre guillemets, où il y a un peu de dénivelé. On se dit, allez, type un Magnus Cort Nielsen, un machin, ça va se bagarrer pour l'échapper. Pourquoi pas mettre le bordel dès le départ. On va enchaîner avec... Ça va être compliqué, ça, parce qu'il faudra quand même trouver à un moment donné pour les favoris un moyen de souffler. À un moment donné, donc... je sais bien. Il y a ton étape de Bordeaux, c'est bon. Non, mais le problème du Tour de France, c'est qu'il faut être présent le premier à Bilbao, il faut être présent le 22 au Markstein. Entre-temps, tu as des étapes qui ne sont pas de la haute montagne, mais qui vont être extrêmement dures, comme le Puy-de-Dôme, qui arrive à peu près en milieu de Tour de France. Donc si en plus, tu dois t'employer sur les étapes de plaine, bon, au bout d'un moment... À un moment, on m'a demandé ce que j'aimerais dans mon canapé. Oui, non, mais j'ai bien compris. Mais... Non, on n'en court pas encore. Mais bon, si on est un peu réaliste, je pense que sur les étapes de plat, tu pourras faire confiance à Van Der Poel, Van Aert et compagnie pour mettre la misère. Un Mohoric, un peu comme sur le Tour de France 2021. Mais Pogačar, Vingegaard, c'est pas sûr. Puis de toute façon, on en reparlera. Mais je pense que Pogačar, lui, il va avoir intérêt... à calmer le jeu au début peut-être pour monter en puissance parce qu'il sera un tout petit peu à court de rythme et moi je l'attends plus entre la 13 et la 20 Pogačar. Ce duel attendu, on en parle tout à l'heure, on parlait aussi et déjà de ces premières étapes, même de cette première étape du coup en départ du Pays Basque où il y aura déjà des difficultés. Alors qu'est-ce qu'on attend de ces premières étapes? Est-ce qu'on attend plutôt une bataille du genre Van Aert, Van Der Poel où des animateurs sont là devant pour foutre le bordel, ou est-ce qu'on attend déjà que les favoris viennent se montrer pour faire des écarts? James, tiens, je t'ai pas donné beaucoup la parole. On espère beaucoup de choses parce que sur le papier, ce premier week-end, ça nous donne un peu un semblant de Classica San Sebastian. Donc, il y a quand même le Jaïskibel, c'est le deuxième jour, je pense. C'est ça. Voilà, c'est une montée qui a fait la renommée de cette classique. Alors du coup, on s'imagine qu'on peut avoir un feu d'artifice. Et on a normalement les coureurs pour. Donc c'est vrai que on a cité les noms. Ça peut nous donner quelque chose d'assez intéressant. C'est vrai que c'est en tout début de tour, donc faut voir. Je suis pas certain qu'on a le scénario complètement fou. Moi, je pense que Van Aert et Van Der Poel, eux, n'auront pas trop intérêt à calculer, surtout Van Der Poel, qui lui va certainement dynamiter ce premier week-end, et rien que ça va à mon avis déjà donner du bon spectacle. Dans le chat on dit Festival Jumbo dès Bilbao pour tester Pogačar. C'est un peu ce qui peut se passer, Jérémy? Ça peut, à condition que les circonstances de course s'y prêtent, que Van Aert se mette à plat ventre pour Vingegaard, ce qui n'est pas exclu du tout. Parce que Van Aert, on en reparlera aussi peut-être un petit peu plus tard, mais je ne suis pas persuadé qu'il soit à 100%. On ne sait même pas s'il ira au bout du tour. Ouais. Je pense qu'il est déjà peut-être focus sur Glasgow, qui arrivera très vite. Mais oui, si j'étais Jumbo, je tenterais peut-être un petit coup d'entrée. Juste pour tester, juste pour voir. Ça ne veut pas dire que ça fonctionnera, mais pour tester les jambes. De toute façon, on sait ce qui va se passer. À partir du moment où tu vas avoir soit un Van Der Poel, soit un Alaphilippe, soit un Pogačar, soit un Vingegaard, soit un Van Aert, soit un Guirmet, qui va commencer à mettre le feu aux poudres, les autres vont suivre. Parce qu'il y a le maillot jaune au bout, parce qu'il y a une victoire d'étape, parce que tu as envie de tout de suite taper du poing sur la table. Donc la bagarre entre favoris, elle va se déclencher, je pense, naturellement. Ce sera peut-être plus le cas dimanche que samedi, parce que samedi, ça me paraît vraiment être une étape pour pur puncher. Mais dans le Jaïskibel, clairement, dimanche... Ouais, mais samedi, tu es obligé d'être là pour pas être largué déjà et pas prendre 30-40 secondes dans la côte de Piquet aussi. Complètement. Donc je pense qu'on va faire la course. Je suis pas sûr que les favoris se jouent la gagne, aient envie de se jouer la gagne, mais il va falloir forcément suivre et déjà taper pas dans les réserves, c'est pas des réserves, mais ce qui me paraît sûr, hein, c'est au bout du premier week-end là, il y aura un favori qui sera déjà à 3-4 minutes. Ça c'est évidemment il y a Vingegaard et Poggi, mais il y en aura peut-être même plusieurs qui seront déjà complètement largués au général. Hein. Peut-être un Landa, un Mas, je sais pas sur qui ça va tomber, mais ça va tomber. Il y a déjà des gars qui auront perdu le Tour de France au bout du deuxième jour, ça j'en suis sûr. Mais ça c'est aussi parce que le niveau cette année est quand même, je vais pas dire faible, mais il est quand même hétérogène de ce qu'on a vu du Tour de Suisse et du Dauphiné. Si on imagine que Vingegaard et Pogačar, et je l'imagine, seront au-dessus,
Derrière, pour moi, on parle même plus de favoris. On parle d'outsider. Alors, on a beau espérer faire il y aura une bagarre. Bien sûr. Pour moi, si tu as 2 ou 3 mecs dans la liste de 10-15, parce que je pense qu'il y a une liste de 10-15 qui va se jouer le top 5, enfin qui va essayer en tout cas de se battre pour des places dans le top 5. Si tu as 2-3 mecs dans cette liste-là qui sont déjà largués le premier week-end, moi je serais tout sauf étonné. On a vu des trucs dingues au Dauphiné. On a vu des masses, des carapaces, des Godu passer complètement à travers. Autour de Suisse aussi, il y a eu des défaillances. Donc oui, ça m'étonne pas. Et je pense même qu'on aura des premières réponses sur le duel Vingegaard-Pogačar. Des premières réponses. Ça ne veut pas dire des réponses définitives. Avant de parler de ce duo, dernière chose pour le Tour de France de Van Der Poel et Van Aert, qui sont 2 stars de ce peloton, qui vont pas jouer évidemment le classement général. Van Aert, on en attend quoi de ce Tour de France du côté de la Belgique, James ? Comme d'habitude, beaucoup. Maintenant, on attend plus encore de Van Aert un titre mondial à Glasgow que soit son Tour de France. Voilà. C'est ça l'attente. Il le répète sans arrêt. Glasgow, c'est l'objectif. Il y a aussi la naissance de son deuxième enfant qui est là en préparation. Il peut quitter le Tour de France à tout moment. Donc du coup, forcément, côté belge, on sait que il y a une probabilité importante que Wout ne finisse pas le Tour de France, qui pourrait aussi être un facteur clairement en défaveur de Vingegaard, parce que s'il venait à perdre un de ses coéquipiers majeurs, ça pourrait le désavantager en deuxième partie de Tour. Donc oui, Van Aert au début, on verra bien la liberté qu'il aura. Je pense que quand même, il devra bien protéger Vingegaard dans sa première partie de Tour. Donc je suis pas sûr qu'on aura le Wout de l'année passée, on l'aura pas. Ça, faut pas se leurrer. C'est pas possible de faire la même chose. J'espère. Et pour Van Der Poel, alors, en tant que fan de ce coureur, nous tous autour de la table, c'est l'inverse. À mon avis, lui, il peut faire ce qu'il veut. Même si évidemment en montagne c'est plus difficile, il n'a pas le même potentiel que Wout dans les cols. Je pense que Mathieu Van Der Poel évidemment, il va essayer de protéger Jasper dans les sprints tout à fait plats, etc. Il va faire son travail de coéquipier, mais dans les étapes justement dites de transition, de moyenne montagne, etc. Bien casse-pattes, à mon avis, on le retrouvera au rendez-vous. Théo, c'est ton avis aussi ? Sur Mathieu ? Ouais, sur Mathieu Van Der Poel, oui. Pour moi, c'est l'incontournable du week-end. Je trouve déjà dans la saison de Wout van Aert, je trouve déjà qu'il est un tout petit cran en dessous, que ce soit dans les classiques ou même dans sa prépa du Tour. Évidemment, je suis pas dupe, on n'a pas vu le Van Aert du Tour, on l'a pas vu sur le Tour de Suisse, c'est pas vrai, c'était une course de prépa totalement. En revanche, pour en revenir au collectif de Jumbo, moi ça m'étonnerait pas que justement en vue de ce possible retrait de Wout en 2e ou 3e semaine, je serais pas étonné de voir un Kelderman ou un Kuss dans la stratégie de l'équipe, vraiment très loin sur les premières étapes. Qu'on s'étonne peut-être qu'il se relève très tôt pour garder les forces en 3e semaine et jouer vraiment les équipiers de luxe, quitte à ne pas s'accrocher vraiment en début de tour. Eh bien, on va en parler de cette Jumbo-Visma. Je sais que vous êtes impatients aussi de parler de ce duel attendu entre Jonas Vingegaard et donc Tadej Pogačar, les 2 grands favoris de ce Tour de France. Mais qui est le plus favori avant le départ de cette grande boucle ? Est-ce que c'est le vainqueur facile du dernier Dauphiné ou le vainqueur encore plus facile du championnat de Slovénie ? C'est peut-être même la première fois que Pogačar n'est pas vraiment le grand favori avant une course par étape. Je parle déjà des bookmakers avant de prendre vos avis. Jérémy. Pour les bookmakers, je pense que le favori, c'est Vingegaard. Oui, tout à fait, mais pas grand-chose par rapport à Pogačar. Ouais. Mais bon, c'est quand même assez rare. Je suis quand même étonné de voir sur les réseaux sociaux, un petit peu partout, un tel consensus autour de Vingegaard. Parce que Pogačar, personne ne sait à quel point il s'est remis de sa chute et dans quelles conditions il s'est entraîné et à quel niveau il arrivera. Mais pour que Pogačar vienne, c'est qu'il croit en ses chances. Ouais. Il vient pas pour faire, on le dit souvent ça, mais un champion de sa trempe, s'il sait qu'il peut pas gagner le Tour, pour moi il vient pas. Et Pogačar, en début de saison, il est injouable. C'est-à-dire que de sa rentrée jusqu'à sa chute, il a été lâché qu'une seule fois dans le Poggio par Van Der Poel. Le reste du temps, il a botté les fesses de tout le monde, de Van Der Poel, de Van Aert, sur leur terrain, sur le Tour des Flandres. Il a été intouchable à Paris-Nice, alors que Vingegaard, c'était peut-être pas le Vingegaard du Dauphiné, mais Vingegaard était là. David Gaudu était en grande condition. Il a survolé toutes les courses auxquelles il a participé. Je parle même pas après de l'Amstel qu'il a gagné, mais comme si c'était une course de cadet, de la Flèche Wallonne où il n'a pas levé le cul de sa selle de tout le mur de Huy.
ce Pogačar-là, s'il retrouve ne serait-ce que 95% de ses sensations, pour moi, il est favori. Mais personne ne sait aujourd'hui quel est son état de forme. J'ai lu aujourd'hui Gianetti qui dit oui, il y a Adam Yates. Oui, il sera co-leader et tout. Non, ça c'est contre-feu, ça. Je ne crois pas une seconde. Pour moi, on est en plein dans le bluff. Mais on aura des réponses très vite. Dès samedi, dès dimanche soir, on saura à peu près si Pogačar est capable de rivaliser ou pas. Moi, je pense qu'il peut tenir 2 journées, même s'il est pas bon, même s'il est pas bien. Je pense que ces 2 journées-là, il peut les passer. Il y a tenir moi, le show. Si c'est le Pogačar du début de saison qui part avec Van Der Poel, que ça nous fait un tour des Flandres bis et qui met 30 secondes à tout le monde, pour moi, on aura des réponses. Ça veut pas dire qu'il gagnera le tour, mais ça voudra dire qu'il est là. Et qu'il est là à bon niveau. Et il sera là. Est-ce qu'il y a des doutes ? Est-ce que tu en as, Théo, un peu de doutes sur... moi j'ai une interrogation, pas le fait qu'il soit là ou pas là, mais moi c'est clairement savoir s'il a eu le temps de faire assez de foncier dans sa prépa, assez d'endurance, parce que c'est comme ça qu'on prépare un Tour de France, en tout cas au début, pour tenir 3 semaines. Moi j'ai pas de doute qu'il va tenir le week-end, je le vois pas lâcher là à Bilbao, je le vois avec les meilleurs, je le vois même sprinter pour la gagne, je le vois même peut-être gagner une étape. Là où j'ai le plus de doutes, c'est quand on sera au Markstein après le 15 juillet, là, vers le 20 juillet. Là. J'ai un doute parce que il avait l'habitude d'aller sur le Tour de Slovénie pour préparer ses échéances. Là, il a fait le choix de rester à l'entraînement. C'est clairement le signal dans son équipe qu'on est inquiet là-dessus. Il avait besoin de faire du volume, c'est normal, parce qu'il avait ce retard-là. Moi, je sais pas, et je pense qu'eux-mêmes ne savent pas s'il a comblé ce retard-là. Il y a des personnes dans le chat qui sont prêts à mettre leur PEL entier sur Pogačar. Donc beaucoup de confiance en Pogačar. Mais attention, c'est vrai, parce que quand on n'a pas beaucoup couru ces dernières semaines, c'est toujours compliqué de revenir à la compétition. Compliqué aussi le match entre ces 2 formations, la Jumbo-Visma et UAE. L'année dernière, il n'y avait pas vraiment photo. Cette année, je crois que c'est un peu plus équilibré. Et moi, j'ai tendance à croire que UAE est peut-être même un peu plus forte que la Jumbo-Visma cette année, surtout avec ce qu'on vient de dire avec Van Aert. Donc pas de Roglic et Kruijswijk cette année, du coup remplacé par Van Baarle et Kelderman. James, le duel est très équilibré. C'est pas la même chose que l'an passé avec cette domination jaune et noire. Ah non, ça sera tout à fait différent. Et moi, je l'ai noté dans la préparation de l'émission. Pour moi, le facteur X du tour, c'est Adam Yates. Hein. Ça peut être le Roglic de l'année dernière, par exemple, en gros. Bon, peut-être pas à ce niveau-là. Mais... Pour moi, c'est le gars qui pourrait, pourquoi pas, s'inviter à la fête. Alors évidemment, il est inférieur aux 2 autres en termes de potentiel, mais si les 2 se marquent à la culotte, voilà peut-être le 3e larron. Non, mais il est dans le coup depuis le début de la saison, et ça va être quand même un allié très très précieux pour Poggi, très clairement, avec Adam Yates pour le soutenir parce qu'il sera là. Yates va pas être lâché tout de suite. 5e du tour l'an dernier. Non, franchement, UAE là, le job là, ils ont été chercher le bon gars. Donc oui, je te rejoins. Je pense que UAE peut-être un petit peu mieux, mais c'est vraiment 51-49. Il faut vraiment désigner une équipe. Du côté de la Jumbo-Visma, donc on a Kelderman, Van Aert, Kuss pour la montagne notamment, on a Laporte, Van Hooydonk, Benoît autour, et Van Baarle, je ne sais pas si je l'ai oublié. Oui, du côté du AE, donc Großschartner, Lengen, Mikkel Bjerg, Matteo Trentin, Marc Soler, Marc Soler toujours pour l'interrogation, Rafał Majka, Adam Yates. Voilà donc pour cette composition. Théo, moi je vois pas en quoi la formation Emirates est beaucoup plus forte que l'année dernière ou plus forte que la Jumbo-Visma. C'est Adam Yates. Moi j'ai du mal à voir ça. Mais Adam Yates, c'est le factory sur une course d'une semaine. Depuis quand Adam Yates n'a pas fait de résultat sur 3 semaines? Au dernier Tour de France, je ne m'en rappelle plus parce qu'avec Quintana qui a été déclassé, je crois qu'il est 5, 6, il doit être dans le coin, je crois. Oui, il suit, rappelle-toi, au Cap Blanc-Nez, il suit tout le monde, et puis en fait, au fur et à mesure des 3 semaines, ça baisse. Moi, Adam Yates, je suis d'accord avec toi, James, sur le constat. C'est que sur une course d'une semaine, quand on joue les classements généraux de course d'une semaine, Romandie, UAE, n'importe quel pour moi, il est juste derrière. Il est un cran en dessous de Evenepoel, Pogačar, Vingegaard, mais pour moi, c'est le 4e meilleur sur ce genre de choses, avec Roglic également. Non, mais tout ce que sur 3 semaines, je trouve que il offre peu de garanties, je suis désolé. Mais on lui demande pas vraiment de garantie pour lui. On lui demande juste d'être là pour Pogačar sur des étapes ciblées, donc qui prennent un quart d'heure sur certaines étapes. Finalement, on s'en fiche. Donc il peut pas jouer le trouble fait en 3e position. Mais absolument pas.
Mais absolument pas. Voilà, c'était juste là. Là, j'étais juste pas d'accord avec l'analyse de James sur le fait qu'il puisse s'immiscer, pourquoi pas, sur une espèce de double carte comme Giannetti essaie de nous enfumer ce matin dans l'équipe. Ça, c'est de l'enfumage. Voilà. Je pense qu'à aucun moment il pourra être le Roglic de l'étape Galibier-Granon de l'an passé. Ça, j'y crois pas un seul instant. Par contre, il sera là pour Pogačar sur des étapes ciblées. Et ça, ce sera la grande différence par rapport à l'an passé où tu n'avais que Maïka. Donc ça, pour moi, effectivement, c'est le facteur X. C'est-à-dire que Pogačar ne sera pas tenu de courir après tous les lièvres. De toute façon, il n'y a plus qu'un lièvre. Voilà, la sélection s'est faite naturellement. Je pense aussi que s'il arrive à se discipliner, ce qui n'est pas fait, Marc Soler peut être intéressant, même si l'an passé, c'était quand même c'était pas fou. Mais l'évidence, c'est que sans Roglic, Jumbo est moins fort que l'an passé. Donc je dis pas que UAE est meilleur. Je pense globalement que si tu regardes les deux compos, ça se vaut à peu près, mais Jumbo étant un peu moins forte et UAE s'étant permis de recruter un lieutenant de luxe, forcément ça rééquilibre. Plus Wout, qui n'est pas le Wout 2022 et qui sera peut-être pas là pendant 3 semaines. Donc forcément, quand tu mets tout ça bout à bout, pour moi, il y a un gros signe égal et charge à Pogačar et Vingegaard de faire la diff. On parlait de Juan Ayuso aussi, qui aurait pu compléter, lui qui voulait faire le Tour de France. Ça aurait pu. Mais bon. Ayuso, si on parle de mec qui n'a pas la caisse, faut pas oublier qu'il a que 2 courses cette année, Tour de Romandie, Tour de Suisse, il a été très bon. Et Ayuso, il va cibler la Vuelta. UAE a aussi des ambitions sur la Vuelta. Il a fait 3 l'an passé. Cette année, il y a peut-être un spot. Ah oui, ça c'est clair. Mais on le verra un petit peu plus tard dans la saison. Alors maintenant qu'on connaît les 2 premières places de ce Tour de France, sauf problème. Bon, je rigole un peu, mais bon, souvent on dit ça. On va chercher le 3e homme. James avait pourquoi pas dit Adam Yates, mais il y a du monde autour pour essayer d'aller chercher ce podium. Enric Mas, on enlève Gaudu, évidemment, parce qu'on en parlera tout à l'heure. Enric Mas, Jane Lay, O'Connor, Ineos, je sais pas trop. Théo, c'est quoi ta carte, ton 3e homme de ce Tour de France? Parce que difficile voilà, le niveau homogène dans l'Ibérien. Ouais, moi c'est tellement difficile de miser sur un mec en particulier. Moi, ce qui va davantage m'intéresser, c'est la façon dont on va essayer d'aller chercher cette 3e place. On l'a vu l'année dernière avec Thomas, qu'il a fait un peu en vieux briscard, en très expérimenté, en les laissant jouer leur jeu à la baballe quand ils s'envolaient. Tout en gestion, à voir si cette année d'autres seront inspirés de cette stratégie-là, ou est-ce qu'au contraire on va compter sur un peu des raids pour rattraper du temps, pour revenir dans le classement, pour être là, pas là, revenir, à la manière d'un O'Connor en 2021 quand il va chercher sa 4e place après Tignes. Voilà, moi c'est plus ça qui va m'intéresser. Après oui, en effet, pour moi je mettrais un tout petit cran de plus à Jane Lay, compte tenu de ce qu'il peut faire potentiellement sur le Giro, notamment ce qu'il a fait. Est-ce qu'il y a des garanties sur tout le monde derrière? Je suis pas sûr. James, pour moi, il n'y en a pas un qui se dégage. Toi, tu cherchais un 3e larron comme Théo pour essayer de s'immiscer dans la bagarre Vingegaard, Pogačar. Alors, c'est qui? Moi, je reste sur ma position. Je pense que Yates, c'est pas forcément que du bluff, ce qui est dit par Giannetti. Je pense qu'il faut quand même garder on ne sait pas si Pogačar va être bon en 3e semaine, donc à voir. Et finalement, moi, je me disais, si on retrouve le Enric Mas de fin 2022, il n'y a pas de match en fait. La 3e place, elle est pour lui. De toujours. Mais août-septembre, c'est Enric Mas. Il a 2 mois dans l'année, c'est pas juillet-août. Oui. Mais bon, parce que l'Enric Mas du Dauphiné. mais bien sûr, il faut qu'il soit au niveau de fin 2022, là où il a quand même pu faire jeu égal avec Poggi sur les dernières classiques. Et il y a un gars qui m'intrigue beaucoup. Je ne sais pas ce que ça va donner. C'est Simon Yates. A disparu des radars. Une préparation différente, il a plus couru, il s'est. Ça va même pas venir. T'as des actions chez les Yates, toi Non, je n'ai aucune affinité envers ses frères, mais je suis pas en train de vous dire que Simon Yates va faire 3e, mais je suis curieux de voir un Simon Yates. On sait que son problème, c'est qu'il démarre très fort et puis après il s'écroule. C'est un peu le problème des Yates finalement. C'est compliqué. Mais donc du coup, défense procureur, tous les rôles. Non, elle a compris. Je te coupe pour une blague. Donc en mois de juin, c'était pas Enric Mas, mais Enric Menos au Dauphiné.
Ok, En c'est masse, Oh là là. pour ceux qui parlent espagnol. C'est une blague de bilingue, balance- ça. balance C'est une le blague nom de du- bilingue. Non, je peux pas faire ça. Il a une famille. Jérémy, Bah, toi je suis alors. connecté sur le. Donc je vais aller voir. C'est donc Samish. Très bien. C'est Samish. Alors du coup, donne-moi le troisième. Alors de moi ce déjà, Tour de France. premièrement, contrairement à nos deux coéquipiers du podcast du jour, je n'attends pas de troisième homme. J'en attends Non. rien parce que je suis rompu à Mais du l'exercice. coup, on s'arrête le podium à 2. On arrête le podium à 2. Non, mais on sait très bien ce qui va se passer. C'est que logiquement, tu vas avoir les deux qui seront devant. Et malheureusement, derrière, ça va courir pour les accessites. Ça va se courir dessus. Et ces grands raids dont on rêve et dont je rêve aussi. Et je comprends que Théo en ait envie. Mais malheureusement, pour moi, ça me semble pas réaliste. En tout cas, je vois pas qui portera les coronets pour aller faire ça. On a une liste. Effectivement, tu as une liste d'une dizaine de noms, parmi lesquels Jay Hindley, Richard Carapaz, David Gaudu dont on parlera plus tard, Ouais. Carlos Rodriguez, les Yates, Skel Mose. Bon là, il y a une hype Skel Mose parce qu'il a gagné le Tour de Suisse. Mais sur, il faut voir aussi comment il ouais. a gagné le Tour de Sur les Suisse paris. et c'est pas du tout garanti que ça perf sur le Tour. Pour moi, on est dans une zone de flou. Si je dois sortir un nom, ça sera le même que Théo. Ça sera Jay Hindley sur l'expérience c'est parce vrai qu'il a que déjà c'est gagné lui un le grand troisième tour. homme aussi dans les pronostics. Voilà, et parce qu'il n'était pas ridicule non plus sur le Dauphiné, je pense que s'il monte en puissance, comme ça doit être le cas, il sera pas loin du compte à l'arrivée, mais sincèrement, ouais, tu peux imaginer une dizaine de gars sur le podium. Bon, on a fait tout, du coup, tout le classement général. Les favoris, on va pas en parler 10 heures parce que évidemment c'est tellement homogène qu'on peut pas savoir qui va pouvoir sortir du lot. On va passer au classement annexe qui t'intéresse, Jérémy, ça m'intéresse, avec ouais. les maillots annexes. Alors on va commencer avec le maillot vert parce que c'est peut-être l'un des plus disputés chaque fois sur le Tour de France. Là, il y a débat quand même. Alors, on sort les noms Philipsen, Jacobsen, pourquoi pas Groenewegen, même si c'est toujours difficile pour lui de grimper. On a Van Aert, qui est bien sûr... même si ça m'a l'air un peu difficile, qui a eu le maillot l'année dernière, qui est toujours en course. Van Der Poel ou Tadej Pogacar, pourquoi pas en grande forme, ou Jonas Vingegaard. Alors, Jérémy, tiens, reprends la parole. C'est qui pour toi ? Pour moi, c'est Philipsen. Sans l'ombre d'un doute. Sans l'ombre d'un doute, Van Der Poel va faire les sprints pour lui. Van Aert sera probablement pas là à l'arrivée. Et donc, il sera pas maillot vert de facto. Puis, il a déjà annoncé qu'il le jouerait pas, que ça lui prenait trop d'énergie. Le mondial arrive trop vite. Je vois des noms étonnants derrière, mais je vais laisser chacun défendre sa position. Jacobsen, s'il est vraiment à 100%, il peut aller gratter des gros points sur les sprints, mais il grimpe beaucoup moins bien que Philipsen. Et je pense qu'il aura du mal à lutter. Si on imagine que Philipsen se mette un peu dans la peau du Sagan de la grande époque et qu'il aille gratter des points sur des courses type classiques. Il sait tout faire maintenant. Ouais, là, il faut pas Philipsen. exagérer. Philipsen, c'est pas non plus. Attends. Ouais, non, mais c'est pas la même chose. Ouais, mais parmi les sprinters, t'en vois beaucoup qui grimpent mieux. Ah bah, c'est sûr que Ouais, Groenewegen, mais bon, c'est non. il y a grimpé et grimpé. Ouais, mais regarde dans le Poggio. Non. Si Trentin ne fait pas la Ouais, question, mais le il Poggio, bascule c'est avec pas, le c'est maillot. pas une vraie montée. Mais je te parle pas d'une vraie montée, je te parle de parcours classique. Oui, pour aller faire pourquoi des pas, bonifs, oui, pourquoi pas. Groenewegen Oui, n'ira pas, oui, Jacobsen n'ira pas. Je te dis pas qu'il Non, va, non, je te dis non, pas qu'il non, va aller non. prendre des points à Otakam comme Rodriguez l'année dernière. Hein. C'est pas ce que je dis et c'est pas ce que je souhaite. Mais Philipsen, pour moi, il aura des spots où il sera là et il y aura pas tout le monde. Ouais. Théo- Il est le favori sur papier de ce maillot, de toute façon. Donc, Théo, alors, Et moi, t'avais un nom. Alors, Ah, pardon, on va vas-y, avant de Théo, te donner, Théo. parce qu'en fait, dans le chat, il y a des personnes qui ont le même avis que Théo. C'est qui ton coureur maillot vert à la fin, enfin maillot nouveau vert de. Ouais, c'est avant tout chiotte. une question de profil. Et pour moi, justement, un mec qui peut marquer et des points sur les sprints massifs et des points sur les étapes de transition, pour moi, c'est un William Girmay qui a montré en Suisse qu'il pouvait gérer des sprints massifs. Et normalement, s'il n'a pas perdu, s'il n'a pas réaxé son entraînement et ce qu'on a pu voir l'année dernière, c'est un mec qui peut passer des étapes de transition de moyenne montagne. De moyenne montagne, on est d'accord. Et donc pour moi, je pense qu'il a le profil un peu à la Pedersen, mais en mieux. Pour moi, Pedersen sera un peu juste avec le Giro qu'il a dans les pattes. Et on rappelle aussi, parce que ça, on n'a pas l'habitude de le dire, mais enfin, on l'a dit après le Giro, mais les conditions ont fait que tu récupères peut-être un peu plus mal aussi d'un Giro. Faudra voir, parce qu'il y a beaucoup de coureurs qui doublent cette année de Giro et Tour. Et moi, c'est une vraie interrogation. Mais pour moi, un Girmay qui est frais et qui a montré qu'il est monté en puissance en Suisse, pour moi, c'est une belle carte. En tout cas, si je devais mettre les 100 € de bienvenue chez The Bet, je les mettrais
Je mettrai sur lui. Ah, déjà, il régale, déjà, il fait la promo. On en fera la promo tout à l'heure. James, allez, du coup, pour Bah non, mais pour Girmay, j'y crois pas du tout parce que il a jamais fini un grand tour de sa carrière, première chose. Et puis on sait très bien qu'il a du mal à ouvrir les bouteilles de champagne, donc je suis pas sûr que ce soit un gars Maintenant, qui elles sont est préouvertes. adapté. Elles sont Ah, sont préouvertes. préouvertes. Ah bah alors voilà, Surtout, c'était pas du tout c'est du bon, c'est champagne, réglé, hein. merci. C'est du Prosecco. Non. Soyons. Excusez-nous, hein, monsieur le vigneron. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça. James, continue. Non, mais voilà. J'y crois pas une seule seconde à mon pronostic, mais parce que j'aime bien jouer les grosses cotes et puisqu'on parle de notre futur partenaire, pourquoi pas tenter un truc un peu fou avec Poggi maillot vert, sait-on jamais. C'est un parcours tellement difficile, ça va être compliqué. Hein. Ouais, ça va être compliqué. Ça va être très chaud, mais ne mets pas allez, tes 100 j'ai euros envie de de taper. bienvenue sur lui. Mais non, mais je vais juste mettre mes 10 euros de mes 100 euros de bienvenue, c'est tout. Ouais, même 10 centimes, je pense. Alors, c'est pas exactement comme ça que ça marche pour The Bet, mais c'est pas grave. Vous inquiétez pas, je vous rassure. Guilhermet, c'est vrai qu'il a le profil sur le papier. Et du coup, on parle de Pedersen, Mathieu Van Der Poel, s'il se fait violence, mais ça va être compliqué. Non, mais Mathieu Van Der Poel, c'est pas s'il se fait violence, c'est si Philipsen tombe au bout de 2 jours et que du coup, il s'est obligé d'aller faire les sprints. Mais sinon, il y a aucun monde où il va aller prendre des points sur les étapes de plaine. Bon, plus difficile à pronostiquer, le maillot à pois rouge, du coup, là, je t'avoue que c'est toujours difficile, c'est un Charteau ou alors un favori, voilà, pour ce maillot. Alors, il y a Ciccone qui a été noté. James, c'est ton Ciccone que même Jérémy l'a noté. Ciccone ? Oui, alors oui, pour moi, il vient pour ça, il l'a dit, répété. Au Dauphiné, il a quand même rassuré pour moi. En plus, il a une petite giclette qui va lui permettre d'aller chercher des points faciles au sommet des cols. Donc pour moi, ça me paraît même être le gars vraiment à battre sur le papier, vraiment. Le grand favori de ce maillot, ce sera c'est l'Italien. À moins de voir Gaudu à 20 minutes après 2 jours. Alors là, peut-être qu'il y aura Monsieur Thibaut Pinot en mission, quoi, à voir. Faut quand même noter que dans notre conducteur écrit, Jérémy a quand même mis le gros coup Ciccone. Hein. Parce que c'est pour les favoris la plupart du temps, c'est Jérémy à pois. Non, mais il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que si Pogacar et Vingegaard se font la guerre sur toutes les étapes de montagne, les autres n'existeront pas. Ah bah oui. Et la deuxième, c'est que sur le Dauphiné, j'ai eu l'occasion de poser la question à Ciccone et j'ai pas senti, par rapport à ce maillot à pois, une confiance énorme. Lui, il vient pour essayer de gagner son étape. Avant tout, il sera peut-être aussi là pour donner un coup de main à Schielmose selon la situation de course et selon si le Danois est en capacité ou non de se mêler à la lutte pour le classement général. Mais je lui ai demandé, et quand j'ai posé la question, le maillot à pois, c'était un oui, je vais essayer, mais sans trop de conviction. Je pense que le barème, depuis quelques années, avantage beaucoup trop les coureurs du classement général. Donc pour moi, oui, ce sera un gros coup parce qu'en général, c'est le meilleur grimpeur, vraiment, qui ramène le maillot à pois. Bon, on enchaîne parce qu'on donnera nos petits paris à la fin. Le maillot blanc, on n'en parle pas. Pogacar, sauf chute, va le remporter à la fin de ce Tour de France. On a des petites rubriques du coup que je vous ai mis de côté. Alors, je commence avec le trophée. On va aller très vite, évidemment, parce qu'il faut qu'on enchaîne. Le trophée Daniel Manjas, qui est l'animateur donc de ce Tour de France. Qui va être l'animateur de ce Tour de France juste votre nom. J'ai pas besoin d'en savoir plus sur vos coureurs. James. Pinot, évidemment. Jérémy, tu le trouves ou quoi? Attends, parce que... vas-y, Théo. Ciccone pour moi, justement. Ciccone, on en a parlé juste avant. Thibaut Pinot, on sait pourquoi. Si tu veux, je te le donne parce que je l'ai sous les yeux. Van Der Poel. Van Der Poel, même chose que moi. Je sais même pas pourquoi j'ai... C'est surprenant. Van Der Poel, c'est une grande surprise. Ça, et on nous demande, c'est le trophée... Écoutez, vous me demandez qui va mettre le boxon, vous verrez samedi, hein. Des samedis, mais il n'y a pas que samedi. Hein. Ça ouais, samedi, dimanche. Ah non, c'est 3 fois. Attends, pour reprendre une phrase célèbre, c'est 3 fois une semaine. Oui, d'un grand sage, le Tour de France, c'est 3 fois une semaine. N'oublions pas. Donc, le flop de ce Tour de France, je commence avec moi. Richard Carapaz, pour moi, je pense qu'il va se planter, mon ami Carapaz. Et en plus, il a beaucoup de cartes dans son équipe. Théo, allez. Je voulais mettre un Belge, mais bon, il n'y en a pas tant que ça. Je vais mettre Yates. Ouais, mais lequel, Yates? Lequel? Les deux. Je dis pas, comme ça j'ai 2 chances. La famille. Bien joué. Jérémy? Bernal. Oh non! Oui, Bernal. Il y a trop d'illusions autour de
Degan Bernal. Malheureusement, hein, j'aimerais beaucoup, mais tu vois, dans la liste qu'on a établie d'un potentiel 3e, personne ne l'a cité. Non, mais j'allais y venir. Juste James, alors quand je dis que c'est un trophée pour une seule personne, le Sagan Trophies d'ailleurs pour le flop, tu m'en as mis 10, donc il faut en choisir un. Non, mais c'était dur, je vais rester sur mon premier choix, Caleb Ewan. Caleb Ewan qui a du mal à... Tu as dit alors attends, Caleb Ewan, t'as pas dit tout à l'heure que tu voulais le voir Mais ça sera comme un flop pour lui. D'accord. Bah ouais, mais ça, tu veux, mais tu crois pas. mais j'y crois pas en fait. D'accord, Ouais, voilà, d'accord. exactement. On donne Skelmose dans les flops aussi dans le chat, ou alors Thibaut Pinot, un bon profil de flop après le Giro. Voilà, Skelmose, il a un beau profil. Ouais. La surprise donc de ce Tour de France, qui j'ai pas donné de nom pour cette surprise, j'avais pas d'idée. La surprise de ce Tour de France, Jérémy. Bah, t'aurais pu mettre la Oliver Zog. Voilà, bah je vais le noter. Ouais. Vas-y. J'ai noté Carlos Rodriguez, mais je suis pas vraiment certain que ce soit une surprise. Ce sera une surprise s'il fait Bah podium. oui. Mais s'il fait 6-7, ce sera... Voilà, Ouais. surprise s'il est capable vraiment de hausser son niveau. Moi je suis un peu dans ton genre, moi j'ai mis Egan Bernal parce que j'ai hésité à le mettre sur le podium du Tour de France, parce que comme il y a personne qui sort du lot, je sais pas, Egan Bernal. Alors s'il fait le Tour de France femme, peut-être qu'il sera sur le podium. Non, arrête avec mon Eganito. Voilà, je l'ai mis en surprise. Non, évidemment, J'aimerais beaucoup qu'il revienne, c'est tout. J'aimerais bien le voir au plus haut niveau. James, c'est qui toi? Tobias Johannessen, du Uno-X. Ouais, alors là, il est alors pas paumé Tobias depuis un an. Johannessen, Paumé depuis un an, non? Bah surtout que sur le Il était Dauphiné, blessé. sur le Tu me Dauphiné, demandes- il est venu Tu me avec demandes le une statut de leader. surprise. Oui. Et c'est Thorsten Trahen qui a été le Bah oui, meilleur c'est pour pour ça. UnoX. Donc, Ah ouais, bah tu me demandes une surprise, je réponds. D'accord. Très Voilà. bien. Mais une surprise Bon réaliste. coureur par le passé, Oui, par le c'est passé. pas si Non, long. mais alors, C'est ok. pas si loin que ça, il monte en puissance, hein, il n'est jamais il a fait top 20 au Dauphiné, qui sait, on D'accord. sait jamais hein. Je vais te sortir À voir. du Dauphiné, on va voir, on va rigoler. Non mais je veux bien la valider ta Eh, surprise, mais tu en attends quoi? Qu'est-ce qui ferait qui serait surprenant? Ouais, Qu'il c'est-à-dire gagne top une 10? étape, qu'il fasse top 10 du général? Maillot Top blanc. 10 au général, ouais, tout maillot blanc, ça me paraît compliqué, mais le maillot blanc, on oublie. un top 10, et moi je suis content. Hein. D'accord. De toute façon, le maillot blanc, Pourquoi première 21e étape, c'est déjà terminé. Il n'y aura pas de débat. Donc. The Bet, ils vont se faire de la thune. Théo, le tien. Moi, c'est Jordi Meus. Ah, Jordi Meus, le sprinter. Ah, pour le Mais général, moi, c'est vrai que ça, c'était une grosse surprise. Non, pas pour le général, mais pour moi, je Il a pense marqué qu'il pour peut une aller étape. gagner un sprint. Vous faites chier. Il peut gagner une étape face au Cador pour moi. D'ailleurs, Ouais, ils lisent Je pas suis le tout à fait drive. d'accord. On a un conduit que personne ne le lit, c'est quand même dramatique. Bon, allez, on enchaîne très vite parce qu'il faut qu'on passe à autre chose. J'en ai mis Il n'a trop. pas marqué la surprise au général. Exactement. Je vais enlever des trophées. Ah ben de toute moi j'ai lu, hein. Il y a marqué Meus pour une étape. Ne me mets pas en cause dans cette histoire. façon. Non, mais on me demande une surprise, on me critique parce que je parle C'est pas du général. c'est Mais il n'y a pas pas moi, marqué la c'est- surprise c'est- du général. C'est notre confrère de Charleroi là. J'enlève des trophées. J'enlève des trophées dedans. Là, j'en ferai un de moins. Le loser, le mec qui va compiler plein de top 5 sans jamais gagner. C'est le Derek Guy Trophies. J'ai mis Michael beau, Woods, moi. Alors, au hasard. Moi j'ai mis Wout. Ah, attention, parce que tu vas te faire des ennemis dans le chat. Théo, t'as mis qui? J'ai mis Julien Alaphilippe. Ah, ça peut être pas mal, ça, qui va dans tous les coups et qui arrive pas à gagner comme Thibaut sur le dernier Giro. Et James? Référence à Théo Girmay. Ah, Ouais, mais il marquera des points s'il est là. oui, Ouais. il peut faire ma C'est compatible avec ton pronostic de maillot vert. Hein. Ah, on me donne Pinot et Bardet dans le chat pour ce trophée. Le mec qui va faire toutes les échappées et qui servent à rien, le Bardiani Trophies que j'ai appelé. C'est pas mal ça. Quoi. Moi j'ai mis Jonas Gregard. Je vois bien aller dans plein d'échappées. Oui, c'est possible que allez, Loïc veuille se publicitaire. montrer, mais Non, Jérémy. moi j'ai mis Simon Clark pour oublier le Giro et ce gros raté avec des Ah, marques. c'est pas à chaque fois il sera les premières tech qui va faire le... Ah non, je me suis trompé de ligne. C'est Bardiani Trophies là. C'est plus le Derek Je Trophies. comprends rien à Je ce suis que tu me perdu. racontes. Je suis perdu. Bardet. James, t'as mis qui? Il a marqué Pareil que idem. Jérémy. Pareil que Jérémy. Bravo. Et Théo? Moi, j'ai mis Anthony de la Place parce qu'il faut lui en faire. Ah, waouh. Celle-là, tu la travailles depuis combien de temps? On me donne, Parce que on me donne Danielos ou au pichon dans le chat ou les Total Energy. Bien sûr qu'ils vont devoir faire les échappées. Ah, il y aura match. Allez, match. le dernier, on saute quelques cases. Le sprinter qui va faire top 10 à tous les sprints alors que l'on n'entendait pas du tout. Le Jérémy Lecroc Trophies. le croc. Le croc. Moi j'ai mis Jente Biermans de Arkea Samsic parce que je le sens bien performé sur ce tour. Jérémy. Bah, moi j'ai pioché aussi chez Arkea puisqu'ils font top 10, ils font 3 dans le top 10 à chaque fois, donc j'ai mis Mozzato. Mozzato. James.
Fred Wright. Oh, c'est pas mal. Mais il n'y a pas un sprinter, je sais pas. Non, je sais, il est même pas désigné sprinter de son équipe. Normalement, c'est Bowes, mais je crois en Fred Wright, champion de Grande-Bretagne. Ça va le faire. Sans concu. Il sera là. Il n'y avait pas de concu en Grande-Bretagne, donc c'est normal qu'il ait. Sur le chrono, ça c'est sur le chrono. Ah, c'est juste sur le chrono qu'il n'y avait pas de concu, il y avait de la concu. Théo, le tien. Moi, j'ai mis Corbin Strong. Ah, Corbin Strong. C'est pas mal ça, parce que lui aussi va devoir faire les sprints dans son équipe. Ok, merci. C'était super. En plus, il est fort. Oui, il est fort. Donc, bon, allez. Masse, de la place et Strong. Ouais. Il y en a d'autres ou pas pendant qu'on y est parce que... Bah, j'en ai pas. On me donne Zingley pour les sprints, pour les top 10, pour Cofidis. Mais bon, il y a quand même Poker dans l'équipe. On attaque pas. On a 3 minutes. On attaque pas. Ouais. Attaque de Pierre Rolland, encore une fois. Personne ne réagit. Championnat de France, tout le monde l'a regardé, record d'audience sur Eurosport, on peut le noter aussi. Donc course de la décennie chez les hommes, on a envie de dire presque sans les oreillettes. Victoire de Madouas. Bah quoi, course de la décennie? Je viens de voir ce qu'il de la décennie quoi. Allez tout de suite. Oh, c'était formidable. Non, mais c'était le meilleur championnat de la décennie, James. Ah oui, d'accord. Mais ouais. J'espère que c'est ça qu'il a voulu dire, parce que si ça c'est la course de la décennie où t'as que 23 coureurs à l'arrivée, merci quoi. Oui, c'est le France. C'est le France pour l'instant, c'est même le France du siècle. N'ayant pas peur des mots. Non, je crois qu'on n'a pas vu mieux depuis Laurent Jalabert. J'en sais rien, je dis n'importe quoi. Du coup, non, mais alors victoire de Madouas, course de la décennie, donc j'ai rien à faire de James. C'est pas ce qu'il a marqué. Oui, bah c'est parce que je préfère être poli. Oui pour Jérémy. Oui pour Jérémy. Et Théo, j'ai pas compris pourquoi. C'est juste parce que. Bah, il a le seum parce qu'il a eu un championnat de Belgique pourri. Donc, Non, mais blague. Allez, je vais être honnête avec vous. J'ai trouvé plus d'intérêt à regarder votre championnat que le mien. Évidemment. Mais non, mais c'est évident parce que le parcours à Cassel était autre que celui de Ease Game, parce que les deux courses, elles étaient à 50 km l'une de l'autre. Hein, t'es vraiment à côté. Hein. On aurait pu faire un championnat mutualisé. Voilà, non, j'ai bien vu votre chantier. Il y en avait partout. Allez, quand je vois ce qui s'est passé, c'est vrai que c'est un super beau championnat de France, comparé à ce qu'on a vu en Belgique. Voilà, il n'y a pas photo, quoi. Petite question, mettre une étape sans oreillette sur le Tour de France. Je dis pas tout le Tour de France parce qu'il y a quand même un aspect sécuritaire. Mettre une seule étape en circuit sur le Tour de France, ça vous plairait pas, Jérémy? Non. Bon, ok, très bien. Théo, non? En circuit ou sans oreillette? Parce que en fait, il y a aussi un aspect sécurité. Si tu mets une course en ligne sans oreillette et tout, c'est un peu le boxon. Donc il faut mettre une course en circuit, une étape en circuit sans oreillette. Non, ça vous plairait pas? En circuit, oui. Sans oreillette, non. Ok, bon. James non plus? Ok. Bah pourquoi pourquoi une étape en particulier? Comment tu choisis l'étape? Il faut. Mais t'en fous une au hasard. La 12e. Tu fais tourner la roue. Ouais, c'est ça. Allez, la 12e sans oreillette. Ok, d'accord, très bien. Moi, il y a que moi qui suis hypé. Donc, on reste les France avec la victoire de Victoire Berthaud. Oui, je continue un jeu de mots. Championne de France surprise. Donc, premier maillot de champion de France pour Cofidis. Première victoire de sa carrière aussi pour Victoire Berthaud, fallait le noter. Jérémy, le roi du peloton féminin. Je suis le roi de rien du tout, mais félicitations à elle, c'est mérité. Elle a parfaitement mené sa barque. Je voulais noter aussi Remco, facile en Belgique, on a parlé, pas très intéressant. Van der Poel battu par Van Baarle sur les championnats des Pays-Bas. Battu par les Jumbo qui ont très bien manœuvré, et James pour en témoigner. Ouais. Absolument. Non, mais non, ils ont très bien manœuvré. Ils avaient l'avantage du nombre avec des coureurs très intéressants. Ils avaient envoyé Coy depuis le début de la course. Ils avaient encore Van Baarle. Voilà, c'est le collectif qui a surmonté l'individualité qu'est Van der Poel. Donc voilà, c'est comme en foot. On ne fait pas que des résultats avec des individualités, référence au PSG. Donc voilà, tout quand le monde on travaille en équipe, on peut obtenir des résultats. Rien à voir, mais tout le monde prend des tirs. Le Standard de Liège, tout va bien, c'est le collectif qui prime. Alors là, je peux te dire. Et Anderlecht, Anderlecht, ça joue bien. Il n'y a pas trop eu de scandale financier en plus en Belgique. Cette année, ça va. Cette année, ça va. Ensuite, qu'est-ce que James avait noté? Sagan est un bip, évidemment. Il a on va dire provoqué une chute dans le final. Le lance pas là-dessus. Ouais, non, il est fatigue ce gars et qui reprenne sa retraite. Vous irez voir les images pour Peter Sagan. Lascano qui gagne en Espagne, c'est pas mal, monte en puissance devant Ayuso. Le Giro Donné, je voulais le dire, qui commence dans 2 jours maintenant. On va se régaler, Jérémy. Qui a failli pas partir aussi. Ouais, qui a failli pas partir. Ouais. On va se régaler, Jérémy.
À n'en pas douter. À n'en pas douter. Et le Tour de France Femmes, du coup, départ à Rotterdam, pourquoi pas en 2024. C'est pas mal ça, mais c'est-à-dire qu'il faut faire plus d'une semaine si tu pars de Rotterdam. Ah bah oui, alors justement, un mot là-dessus, si jamais tu pars de Rotterdam, que comme visiblement ça a commencé à fuiter, tu fais une première étape aux Pays-Bas, une deuxième... T'es pas beaucoup en France, hein. Non, mais c'est ça. Puis surtout que tu fais une étape en type classique wallonne derrière, t'es déjà à 3 jours de course et t'es très loin du premier massif. Et potentiellement, bon, il y a des avions. Fait les Pyrénées. Oui, donc à moins de mettre un giga transfert, je pense que ça part sur une course un peu plus. Non, mais ce sera un tour avec les Alpes. Tu n'iras pas chercher les Pyrénées, c'est tout. Mais ça s'arrête là. Mais il y aura beaucoup de transferts, c'est ça le truc. Ouais, c'est ça le problème. Peut-être un Tour de France féminin plus long. C'est bon ? On repart sur le Tour de France masculin 2023. On va parler de nos amis bleu, blanc, rouge, mais aussi de nos ennemis noir, jaune, rouge. C'est l'heure donc du sprint final. Oh le coup de tête de Marco, le deuxième coup de tête de Rencho. Oh que ça c'est pas bien. T'as surpris que connaissent les couleurs des drapeaux Non, mais j'avais pas prévu que tu allais remettre un tir aux Belges qui n'avaient rien demandé. Oh, ok. Le Tour de France 2023 aussi, c'est aussi le Tour de la France. Vous le savez bien, c'est tout ça pour dire qu'on va parler de nos Français qui sont en nombre sur cette grande boucle. 32 nations la plus représentées comme d'habitude. Qu'attendre de nos Frenchies sur ce Tour de France? Alors déjà, avant de parler des individualités, faisons le collectif, comme aime si bien James. Parce que l'année dernière, une victoire, 3 Français dans le top 10. Est-ce qu'on va faire mieux cette année, Jérémy? Est-ce qu'on attend mieux cette année? Non. Non? Non, je pense pas qu'on attende beaucoup mieux. Déjà, l'année dernière, c'est un miracle qu'on ait une étape parce que la Jumbo a bien voulu laisser sa chance à la porte. Et l'année dernière, tu fais 4 avec Gaudu, t'as bardé dans les 10. Je suis pas sûr qu'on fasse aussi bien. Théo, toi aussi, tu penses qu'on ne fera pas aussi bien que l'année dernière? Mais une victoire d'étape, c'est quand même très peu. On va peut-être en avoir d'autres. Peut-être. Théo, peut-être non pas. Allez, rassure-nous. Non, super. J'ai que des pessimistes ici. Mais non, franchement, vous êtes négatifs, les gars, il y a moyen. Mais on va les gagner où, les étapes? Il y a tous les monstres là. Non, vous allez en gagner 2, mais il n'y aura personne dans le top 10. Il y en a déjà 2 pour la Philippe. Attends, Pinot. Déjà, on va. Oui, alors éventuellement Pinot. Mais si on gagne 2 étapes et qu'on a personne dans le top 10, pour moi, ça sera moins bon que l'an passé. Parce que quand même, quand tu fais 4... Ah oui, ça évidemment, mais. Bon, Théo, il y a moyen d'en gagner plus. Je te laisse la parole, Théo. Alors, essaye de nous dire pourquoi on fera pas mieux que l'année dernière. Comme a dit Jérémy, je ne vois pas où on va les gagner parce qu'il y a des très belles étapes de montagne et je pense qu'elles seront réservées à une case de coureurs très, très resserrée. En fait, tout dépend du scénario. Si on est encore sur un tour où même on arrive dans les Alpes et Vingegaard et Pogačar sont en 30 secondes, mais même pour les échapper sur les étapes de montagne, c'est mort, c'est fini. On va verrouiller et elles seront aux favoris. Et le gap, pour moi, est tellement haut entre des Pogačar, Vingegaard et même un David Gaudu, avec tout le respect que j'ai pour la prépa de David Gaudu et tout le potentiel qu'il a. Pour moi, c'est 1 minute minimum d'écart sur une montée sèche. Donc je vois pas. Et même t'arrives à 2 avec Pogačar ou avec Vingegaard. Pour moi, tu as 90% de chances de perdre au sprint. Je sais où sont les victoires. Elles sont dans les mains, dans les jambes d'Alaphilippe. Julien Philippe qui fait son retour en grâce sur le Tour de France. Il a une belle carte à jouer sur les premières étapes, mais aussi plus tard. Pourquoi pas le jaune pour Julien Philippe qui redore son blason? Il me regarde comme ça, il me dit bien sûr. Non, mais personne ne croit en Julien Philippe, mais il est venu pour ça, cette année en tout cas. C'est d'aller chercher au moins une victoire d'étape. C'est un peu ça. Ah oui, qu'ils viennent pour ça. Ça, je le nie pas. Mais je pense qu'aujourd'hui, Julien Alaphilippe, peu importe de quelle étape on parle, il est jamais favori. Alors après, s'il arrive à se glisser dans une étape de moyenne montagne, dans une échappée, comme il a fait par le passé, notamment Tour 2018, pourquoi pas? Mais un Julien Alaphilippe qui gagne en patron, comme il l'a fait il y a 2 ans, en prenant le jaune, au nez à la barbe de tous les meilleurs punchers, ça, j'y crois pas. C'est mort. Non, c'est fini ça. Surtout James, cette année, il faut le dire, Julien Philippe, c'est sa dernière chance pour briller parce qu'après, derrière, il y a un Belge assez jeune qui va venir sur le Tour de France et là, c'est terminé pour lui, en gros, c'est ça. Une fois qu'Ilan Van Wilder va se mettre en route, c'est fini. Non, on parle évidemment de Remco, évidemment. Mais non, mais pour Julien, c'est l'occasion de se faire plaisir. Il ne doit pas rouler pour un leader. Donc, on aurait pu le mettre comme grand animateur du Tour et je pense que Théo l'a cité, si je me trompe. Ah non, il a cité Julien. Non, moi je l'ai. Peu importe. Enfin, peu importe. Je pense qu'il peut faire plaisir et pourquoi pas rêver, chers amis français, d'une attaque comme vous avez vécu il y a quelques années, une attaque simultanée d'Alaphilippe suivie par Thibaut Pinot lors d'une étape. Vous allez être complètement avec fou. Avec Bernard Hinault dans la roue. Bernard Hinault. Et je crois qu'il y a Anctil qui reprend votre service. Mais non, mais ça pourrait bien arriver, ça, les gars. Ça pourrait bien arriver.
arriver. Non, mais pour moi, dans sa filière de puncher, par exemple à Bilbao samedi, il y aurait eu ce départ comme il y a eu à Nice en 2020. Je pense qu'on aurait tous dit à 95%, ce sera lui le maillot jaune au départ. Ouais. Sauf que là, maintenant, 3 ans plus tard, il y a plus fort. La hiérarchie s'est inversée. Il y a plus fort maintenant dans sa filière. Donc, je vois pas. Je pense qu'il sera à l'avant sur des étapes de montagne, sur des grands groupes qui se détacheront dans les premières ascensions des grandes étapes de montagne. La grande question, c'est comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est est-ce que la Jumbo et UAE vont vouloir faire razzia sur les grandes étapes de montagne parce que ça joue le général devant. Voilà. En résumé, faisons un résumé. On n'aura que les miettes. Voilà, il faut être très clair. Ouais, on n'aura que les miettes. Clairement. Et bah justement, quelqu'un qui espère manger quelques miettes cette année, c'est-à-dire monter sur le podium. David Gaudu, bon, vous croyez pas en non, mais podium, c'est pas une miette pour le coup. Mais... Bah, oui, c'est une grosse. Ouais, c'est ça. C'est une demi-baguette. C'est les miettes pour Pogacar et Vingegaard, ils mangent, puis après, il laisse une part de gâteau, quoi. Une grosse part, allez, bon. Bref, David Gaudu, donc, qui vient pour faire podium. Grosse pression sur ses épaules parce qu'on sait qu'il y a eu des remous avant ce Tour de France. Enfin, je sais pas, c'est plus une pression, je sais pas ce qui est au-dessus d'une pression, mais c'est une grosse pression, voilà, c'est tout. Jérémy, c'est ce que je voulais dire. Oui, bah c'est une grosse pression. Après, l'histoire, on la connaît, on a déjà tellement. Ouais, mais moi, j'ai pas envie de remettre de l'huile sur le feu. Mais il arrive quand même. Si jamais il se plante totalement, pour lui, c'est quand même un peu chaud, mine de rien, parce qu'on on a vraiment complet. Tout, on a fait. Mais s'il se plante, c'est chaud pour toute l'équipe. Mais derrière, si tu t'en sors avec, je dis n'importe quoi, un Pinot qui gagne une étape, à la fin, ça va tellement concentrer l'attention de tout le monde que les purs spécialistes diront Gaudu, mais finalement le tour il sera plus ou moins validé pour la Groupama. Si t'as personne pour le sauver et que c'est un marasme qui termine pas ou qui fait 20e, ça sera catastrophique. Mais l'année prochaine on repartira de plus belle en disant David Gaudu c'est l'année de la rédemption, donc c'est cyclique finalement. Donc oui, il a une pression, mais je pense qu'il a pas tant de pression que ça au vu de ses dernières sorties. Il nous a un peu rassurés sur les France. Mais moi, je le mets. Mais la pression, elle est sur la structure, elle est pas sur lui. Voilà, c'est ça. Bah oui, ils ont fait des choix. Il est pas responsable des choix de ses patrons. L'année prochaine, il se remettra dans un cycle avec un objectif de général sur un Giro et sur un Tour. Et voilà, c'est un coureur de grand tour. Tous les coureurs de grand tour qui arrivent à 30-32 ans, ils ont forcément connu une année où ils étaient pas bien, où ils ont bâché un tour, où ils l'ont pas réussi, ou machin. Ça peut arriver. Et pas avec le scandale. Ça peut arriver. Pas avec, le scandale. On parle d'un truc qui s'est passé il y a 4-5 mois. Bon, c'est vrai que là, c'est sous le feu des projecteurs, mais je pense qu'il n'y a que chez nous dont on en parle. Hein. Je pense qu'en Belgique, ça doit parler un peu de Gaudu, mais on doit vite passer au bout. Tu verras. Non, vite fait, on s'en fout de Gaudu, hein, ça c'est sûr. On parlera d'autres choses. Non, tout le monde s'en fout, mais moi je suis pas d'accord avec tout ce qui est dit. Pour moi, c'est le coureur qui a le plus de pression au départ du Tour, hein, clairement. Il a revendiqué, mais si, bien sûr, il l'ouvre tout le temps sur ses réseaux, etc. Des erreurs de com. Et là où tu peux dire qu'il a plus de pression qu'il Vingegaard. Nul à chier. Mais je suis d'accord avec Jérémy par contre. Si Gaudu faisait un Tour de France catastrophique et que derrière Pinot gagne une étape. D'ailleurs, je me suis amusé hier soir à tester un peu la tuitosphère. En disant qu'est-ce que vous attendez plus, c'est vrai, une étape pour Pinot ou un podium général de Gaudu. En fait, je pense que ce Gaudu, en fait, je vais être cru, tout le monde s'en fout de manière générale. Même les Français s'en foutent. Parce que tout le monde se concentre sur Pinot. Ce qui compte pour les Français, chers amis, c'est que Thibaut Pinot gagne une étape, suscite des émotions. Si Gaudu fait 3 ou 4, à la limite, ça changera même rien du tout. Qu'il fasse 10, 20, ça changera rien. Si Pinot gagne une étape, le Tour de France, pour la France, il sera réussi. Ça s'arrête là. Avec toi, James. Point. Bon, alors, dernière question par rapport à David Gaudu, c'est autre chose qu'un podium est un échec. S'il finit 6e du Tour de France, c'est un échec, Jérémy ? Très rapidement. Tout dépend des circonstances, mais pas forcément. C'est-à-dire, je te demande 6e du général. Non, après Paris-Nice, je t'aurais dit oui. Maintenant, aujourd'hui, s'il fait 6, qu'il est dans le match jusqu'au bout et qu'il arrive à suivre les mecs de sa caste, il n'y aura pas de problème. Non, moi, si tu prends la start list, top 5, c'est un très bon résultat pour David Gaudu. Si ça va plus haut, c'est une grande performance. Mais il a fait 4e l'année dernière. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais quel est le différentiel entre un 4e et un 5e en termes de potentiel ? Enfin, juste au départ du Tour, les niveaux sont tellement proches que ça joue, c'est un détail, c'est un pourcentage de forme sur 3 semaines. Enfin, je pense qu'on ne le mesure même pas. Je pense que sur la ligne de départ, si on fait des grilles de Formule 1, tu as Pogacar, Vingegaard en première ligne, et derrière,
lui fait partie des prétendants à la 3e, mais il fait aussi des prétendants à la 8e place aussi, tellement ces gars-là sont proches. Donc 6e, c'est pas forcément une déception. Tu me dis, il finit 18e, là oui. C'est Carlos mais 6e, Sainz, en fait. C'est top 10 du Tour. Enfin, je pense qu'on s'en rend pas compte. Carlos Sainz. Et Red Bull pour Vingegaard et donc Pogacar. Tiens, une question que je voulais poser à James, parce que c'est a priori le seul qui sort la sulfateuse, c'est ce qu'on dit dans le chat. Un échec sur le Tour de France, une 18e place, disons. Est-ce que ça veut dire que l'année prochaine, il n'aura plus le leadership ou pas? Est-ce qu'on peut commencer à trembler du côté de David Gaudu? Il faut le dire. Non, complètement pas. Il ne va pas trembler pour sa place. Exemple, mais il y a les... Il y a quelqu'un qui parle, oui. Mais non, mais c'est en fait... Non, mais c'est juste qu'il va être un peu ridicule parce qu'il a parlé à tort et à travers. Maintenant, il faut assumer ses propos. Et puis, il y a deux jeunes que j'aime beaucoup, façon de parler, qui sont en train de montrer qu'ils ont un sacré potentiel. Il y a Lenny Martinez et le futur Julien Alaphilippe, Romain Grégoire, qui sont là, prêts à bondir. On a déjà vu des très belles choses de ces deux jeunes coureurs là cette année. Ils vont encore progresser. Donc, non, ça va un peu le fragiliser, mais de là à perdre sa place, on le mettra toujours leader l'an prochain sur le Tour de France si ça va pas. Voilà. Pinot, il a déjà bâché sur un tour. Bardet a déjà raté un tour. Ça peut arriver. Ils sont pas morts, ça peut arriver. Oui, voilà, bien sûr. Mais il aura perdu au niveau de. C'est un peu au niveau du public qui risque de perdre. Oui. De perdre gros, voilà, parce que là, mais comme le capital n'est pas non plus déjà très solide. De comptoir. Mais le public, tu sais. Non, mais ce genre. Mais ce débat est nul parce qu'on sait tous très bien que dans 3 mois, tout le monde aura oublié le Tour de Gaudu et tout le monde ira le voir après la présentation au Palais des Congrès en octobre en disant bon alors, et ce Tour 2024, il vous plaît? Et au Tour 2024, on repartira de plus belle et on aura oublié ce qui sera passé l'été d'avant. Comme on a fait avec Thibaut Pinot, du coup, qui est là pour son dernier Tour de France, qui va donc, il l'a encore dit dans les médias dernièrement, aider David Gaudu dans les premiers jours, les premières semaines, on ne sait pas encore. Et puis ensuite, pourquoi pas, si on lui donne sa chance, il va aller viser une étape dubitatif, Jérémy. Non, j'ai l'impression. Ah oui, je suis un peu dubitatif. Je n'ai fait que lire l'interview. Oui, je l'ai lu aussi, donc. Bah non, tu crois pas à ce Pinot équipier Je crois à Pinot qui peut potentiellement donner un bout de relais s'il est là au bon moment, au bon endroit. Mais je crois en une liberté quasi totale de Pinot tant qu'il n'aura pas claqué son étape. Théo, ça te fait sourire. Ça veut dire que tu es d'accord avec monsieur Saak? Bien sûr. Le grand malentendu de cette année à la Groupama, c'est que je pense qu'on a compris en début de saison que Thibaut voulait faire le Giro, qu'on était très content parce que ça aurait voulu dire dans les esprits de l'encadrement qu'il ne visait pas le Tour de France, mais Thibaut Pinot, il aime plus le Tour de France qu'il ne le dit. C'est-à-dire d'autant plus que dans une dernière saison où c'est un peu l'année du jubilé. Donc comment être Thibaut Pinot et ne pas être sur le Tour de France? C'est impossible. Et ce malentendu, je pense, en début de saison, où on a tracé soi-disant une route pour démarrer Gaudu au Tour de France, elle vient de Thibaut Pinot sur le Giro. On a pensé que Thibaut Pinot ferait que le Giro, alors que c'est pas vrai. Il a toujours voulu aller sur le Tour. Est-ce que tu vas lâcher ta petite larmichette, Jérémy, à la fin de ce Tour de France, quand tu vas voir Thibaut Pinot saluer sur les Champs-Élysées le public français pour une dernière fois, enfin sur la grande boucle? Je sais pas si je vais verser ma larmichette, probablement pas, mais je serais très content pour lui qu'il gagne. Ouais. Avec une victoire d'étape qui ferait trembler la France entière. Bon, on enchaîne. Thibaut Pinot, du coup, pas l'équipier modèle, mais une victoire d'étape, c'est ce qu'on en pense nous. On verra sur le terrain dans ces 3 fois une semaine. On enchaîne avec Romain Bardet, l'autre chouchou, bien sûr, des Français, qui vient pour faire un bon classement général, c'est vrai, même s'il dit, bon, sinon je chercherai une étape si je suis pas bien. Est-ce qu'on n'a pas un peu marre de voir, Théo, tiens, est-ce qu'on n'a pas un peu marre de voir Romain Bardet faire entre 5 et 10 sur un classement général d'un grand tour? Non. Non, tu as envie toujours qu'il joue ce classement général? Bah, oui, parce que foncièrement, je vois pas dans ce que... qu'a été la carrière de Romain Bardet, comment il s'est construit et comment il a toujours envisagé le vélo, et dans ces filières de 3 semaines de coureur d'endurance qu'il est, je vois pas ce qu'il pourrait faire de plus. Il a pas le punch d'un Van Der Poel, d'un Van Aert, d'un Julien Lafilippe pour se métamorphoser puncher.
Il a le physique encore pour jouer les premiers rôles. Pour moi, il fait partie au vu de son expérience et de sa fiabilité, surtout sur les grands tours. Je mets le Giro mis à part, parce que bon, quand t'es malade, t'es malade. Pour moi, il fait partie, au niveau de l'expérience et de sa fiabilité sur 3 semaines, il fait partie des prétendants au top 5, largement, bien plus qu'un Skelmose, par exemple. On parle même de podium dans le chat, un 3e du tour, et si c'était pas Bardet, James. Moi, ça me surprendrait pas, Il est dans la liste des prétendants. James, ouais, je te vois aussi hocher de la tête, tu es d'accord avec ça? J'ai rien à ajouter. J'ai rien à ajouter. Bah là, c'est beau. Là, c'est sur Van Wilder. Attends, adoubé par un Belge. Voilà, c'est Mais magnifique. non, vous avez raison, il fait partie de cette liste parmi tant d'autres et il a son expérience qui peut être un atout supplémentaire. Il se connaît bien, un coureur intelligent en plus. Donc, moi, ce que j'ai vu en Suisse, ça me... Ouais, fiable. Ça a tendance à me rassurer. Ok. Ça me plaît aussi. On enchaîne, autre prétendant au top 10, Guillaume Martin avec sa Cofidis. Jérémy, très rapidement. Alors lui Guillaume pour le coup, j'en ai marre de l'avoir joué les top 10 parce que c'est toujours la même chanson et le problème c'est que quand il fait top 10, il fait 10 quoi. Ouais, il fait 10 en ayant pris les échappées. Je pense que lui pour le coup est bien plus limité que les deux garçons dont on vient de parler, donc moi j'aimerais bien essayer de le voir aller dans les coups. Il l'a fait par le passé, il était sur le Giro l'année dernière où je crois que c'est l'étape que gagne De Gent à Naples, si je dis pas de bêtises, dans le coup et tout. Tout à fait. Bon, voilà, il lui manque encore une pointe de vitesse, il lui manque aussi parfois la réussite, mais ouais, qu'il aille faire un peu autre chose que des top 10. Il a été rassurant sur le Dauphiné parce qu'on avait vraiment peur pour lui, donc on verra aussi à quel niveau arrive Guillaume Martin. C'est vrai qu'on a l'impression que oui, il joue souvent ce top 10 et on aimerait, pourquoi pas, voir gagner une étape. D'ailleurs, gagner une étape, c'était dans les 3 points de Théo. La Cofidis, donc, qui n'a plus levé les bras depuis Chavanel, je crois, en 2008, c'est ça? Ouais, ça doit être ça. Du coup, tu crois quand même, tu espères une victoire de la J'espère, ça veut pas dire que j'y crois. Oui, bon bah, t'espères. Et malheureusement, c'est pas malheureusement, mais je pense que leur meilleure carte, c'est un Yoni Zagir au Pays Basque parce qu'il sera surmotivé, parce que c'est chez lui. Et je pense malheureusement pas que ce soit un Français la meilleure carte de cette équipe Cofidis. Et un Zinglé, non? Zinglé, déjà très pour moi, il est cramax. Très il a le jour de course déjà depuis le début de la saison. Mais... il a roulé toutes les courses françaises là, du début de saison, même au mois de mai. Je sais pas ce qu'ils foutent chez Cofidis. Déjà, le championnat de France, ici, ils étaient au départ. Ils étaient fantomatiques, quoi. Ils n'étaient pas là. Ils ont été absents de leur propre championnat. Non, mais c'est pas un hasard que cette équipe n'arrive pas à gagner depuis tant d'années. Il y a vraiment un problème de gestion, de construction d'effectifs. Et Zingle, c'est le meilleur exemple. Théo a déjà tout dit. Il a déjà 150 jours de course là. Il va être cramé le mec. Il veut découvrir. Il va découvrir. Il va s'amuser. Hein. Tu sais, quand t'es sur PCM, t'as la flèche qui va vers le bas là. Le moral et forme. Tu vois, là, c'est vrai qu'il est pas en forme dernièrement. On espère quand même une victoire de Cofidis du côté de Théo. Allez, James, Christophe Laporte, cette année, vous allez laisser un petit peu le champ libre ou pas là, Jumbo-Visma là? Ça dépend si Van Aert s'en va pour son enfant. Ça dépend de ça. En fait, il gagne, Christophe Laporte va ça dépend de ça. Mais non, mais si, c'est vrai. L'enfant de Van Aert né avant la fin du Tour de France. Ça dépend avant tout de Vingegaard en fait. Oui, aussi, mais bon, sur les étapes plates... Ça dépend du plateau de sprinter qui reste en 3e semaine. Aussi, oui. S'il gagne, moi je le vois pas gagner dans d'autres circonstances que l'an passé. Ou alors il faudrait... Moi je le dis, je le vois bien gagner. Je le vois bien gagner aux Champs-Élysées. Point. Ouais, voilà. Sur les Champs-Élysées, mais faut taper Philipsen, vainqueur l'année dernière. On sait pas qui restera. On sait pas qui aura à ce moment-là. Ou Caleb Ewan, bien sûr. Il finira pas son sprint. C'est tout. Ensuite, du coup, on va faire très vite juste AG2R, donc sans Van Avermaet. Pour toi, James, désolé pour sa dernière année, ils l'ont pas pris. Arkea avec plein de sprinters comme d'hab, plus Champoussin Barguil et Total Energy avec Peter Sagan, qui vient une fois de plus sur pour briller, évidemment. Peut-être retenu AG2R, O'Connor qui fait partie des prétendants au podium, avec Félix Gall, l'Autrichien très bon. Ouais, un duo sympa sur le papier, peut-être pas au point d'aller se mêler à la lutte pour le podium, mais Félix Gall, on a vu sur le Tour de Suisse, très bon grimpeur, c'est catastrophique en chrono, ça tombe bien pour lui qu'il n'y ait pas tant de kilomètres chronométrés que ça, mais ils ont un duo là pour essayer d'aller se glisser dans des coups sympas. James, Van Avermaet, ça te fait chier ou pas? Non. Bon non, c'est dommage parce que le mec il a évidemment un palmarès énorme, mais
point sur le niveau, il n'y a pas à discuter. Il n'est pas au niveau, il est en fin de carrière, c'est tout. C'est dommage, mais c'est comme ça, c'est la dure loi du sport, c'est fin de cycle. Et on va pas dire qu'il mérite sa sélection parce qu'il a gagné les boucles de l'Aune. Faut pas déconner quand même. Après, il y a un Peter Sagan chez Total Energy qui a même pas gagné les boucles de l'Aune et qui est quand même dans la sélection. Théo, par rapport à ces 3 équipes françaises, il y a un petit chose qui ressort pour toi? J'aimerais bien que Warren Barguil joue un peu la gagne sur certaines étapes, même si lui aussi sort du Giro et qu'il avait chopé le Covid un peu juste avant. Je sais pas trop comment il a récupéré. Malheureusement, en France, ça s'est mal passé à cause d'un coup de chaud, mais j'aimerais bien, pourquoi pas, le revoir en montagne. Et clairement, le binôme Gall-O'Connor chez AG2R, on en attend beaucoup. Moi, je serais pas étonné que Gall remporte une étape et que O'Connor soit pas loin du top 5. Très honnêtement. Si tout se passe bien. Il y en a beaucoup dans le top 5 pour Théo. Hein 5. 5, c'est 5 fois 1. Ah, non, oui, c'est 5 fois un coureur. Confirmer à Anthony, confirmation à l'expert Anthony Nicolas dans le chat. Ce que je voudrais quand même ajouter, c'est que pour ce Tour de France, ce que je trouve vraiment bien pour vous, vous allez pouvoir vraiment vous amuser. Vous avez toutes les mascottes qui sont là. Pinot, Bardet, il y a Barguil. Vous allez vraiment. Mais tu nous prends vraiment pour tes petits en fait. Vous allez pouvoir vous amuser. Non, mais c'est vrai, vous allez. Mais non, il y a Godu. Mais non, mais il y a de quoi vibrer, quoi. Il y a Alaf. Voilà, vous avez les 5 coqueluches là du cyclisme français, si je me trompe pas. Non, mais tu as raison. Oui. Il manque des mares. Mais non, il manque des mares et oui, il manque peut-être des mares, mais je trouve que c'est bien ça. Il y a de quoi vous amuser, quoi. Je pense que vous allez quand même bien vibrer. Vous n'allez pas souvent gagner, mais vous allez vibrer. On n'est pas en train de se plaindre. Je suis désolé, James, mais tout va bien de notre côté. Et déjà, pour moi, je voudrais quand même rectifier. Si jamais Van Der Poel il gagne samedi et dimanche, on aura une étape. Puisqu'on aura la moitié de chaque étape. Oui, tout à fait, puisqu'il est à moitié français. Non, mais James, on est à un moment charnière, nous. On a un moment charnière de génération aussi. On est à la bascule, là. On est dans le dernier kilomètre avant le classement de la montagne, quoi. On a France Télé. On va avoir la bascule au bon moment. Bon, alors, c'est le moment pour James de briller. Là, je te dis, c'est pas ta carte. Qu'est-ce qu'on doit retenir d'un Belge? Alors, c'est le Ilan Van Wilder du Giro. Alors, qui on doit suivre du côté belge? Quel coureur tu as retenu? Donc, c'est pour toi avant qu'on passe au quiz. Alors, un coureur qu'on ne connaît pas, c'est Wout van Aert. Non, je déconne. Moi, j'ai envie de pointer Jordi Meus. Parce qu'il aura, à l'heure actuelle, je pense, peut-être le meilleur poisson pilote du moment, c'est Danny Van Poppel. Il a été préféré à Sam Bennett. C'est sa chance. C'est un coureur qui a une énorme pointe de vitesse. Lui, il peut vraiment créer la surprise sur les sprints. J'y crois. Si on me dit Jordi Meus fait plusieurs podiums d'étape ou vient même à gagner une étape, franchement, je serais pas surpris. Donc, Jordi Meus, ce sera vraiment le coureur que je vais suivre avec énormément d'attention côté belge. Même si Philipsen est là, Jacobsen et tout le tralala. Voilà, c'est Jordi Meus, 24 ans. Un Limbourgeois dans la pure tradition des sprinteurs limbourgeois, parce qu'en Belgique, tous les bons sprinteurs viennent du Limbourg. Philipsen est du Limbourg, Tom Bonnen venait du Limbourg. Donc, un de plus. Voilà. Le Limbourg, très belle région. James, tu me confirmes? J'adore. Très belle province, précisément. C'est une province de Belgique, très plate, où il n'y a pas une seule C'est le ZLM Tour. C'est le ZLM Tour. C'est exactement ça, sauf que c'est... D'ailleurs, belle arrivée au ZLM Tour. Première étape. On a dû le faire en attaque, on attaque pas, avec le joli polo de Jan Ofredo sur la première étape, je crois. Le deuxième, après le prologue. Le quiz, Jérémy, qu'est-ce qu'on en pense? Enfin. Vas-y, quiz. Ce quiz est une dictature orchestrée par moi-même. J'ai pas compris la question, c'est l'heure de faire une pause dans votre boulot, parce qu'il faut se concentrer. On va faire gagner le livre, mais pas n'importe quel livre. Le livre le plus sous-estimé de l'histoire. Je classe au niveau des Misérables. Montre-le bien à la caméra, de Victor Hugo, de l'Assommoir d'Émile Zola ou de Oui, va à l'école. Secret de commentateur sportif de chez Hugo Sport, écrit par Charles Thiallier. C'est comme ça qu'on dit. C'est comme ça qu'on dit. Oui. Et Jérémy Sakayan, comme dit. C'est comme ça qu'il a dit? Oui, je crois Sakayan. Je croyais qu'il avait mieux écorché que ça. Mais... Bon, le grand maître du quiz. Et je vous laisse la main donc, alors que je fais passer le livre à l'antenne. Mais tu l'as écrit vraiment ou t'as fait des vocaux sur WhatsApp pour que ce soit
Je pense que. Est-ce qu'Anthony a écrit quelques trucs dedans? Parce que sinon, je pense que c'est la partie qui n'est pas française. Anthony a écrit virtuellement la préface. Il m'a envoyé quelques mots doux une fois que le livre est sorti. C'est tout. C'est gentil. Bon, en tout cas. Tu veux l'ordi ou pas alors? Oui, je veux l'ordi parce qu'aujourd'hui tout le monde va jouer. On a déjà fait des quiz comme ça où vous jouez sur Twitter. Donc tu me laisses Twitter, tu me laisses la page Saderail. Aujourd'hui, ça se passe sur Saderail parce que j'ai pas envie d'avoir 1 million de notifs sur ma page. Alors, on va faire le tour. 360. Quand on voit les réponses sur Saderail, c'est ça? Voilà, en message privé. Tout le monde joue, y compris ceux sur le chat. Le meilleur des auditeurs gagnera le bouquin. Ça va se passer d'une manière très simple. J'ai 6 noms à vous faire découvrir. En fait, j'en ai que 5 et un 6e au cas où il y ait égalité. Je vais égrener des indices et vous pouvez name dropper, c'est-à-dire que vous pouvez me donner un nombre de réponses illimité, sauf que moi... c'est très très bien comme quiz. Voilà. Je voulais te féliciter. Merci. J'ai rien compris. Moi, une fois, mais on l'a déjà fait en plus, t'étais là. James is the new Anthony Nicolas. On l'a fait, James, le jour où on avait les extraits audio, vous pouviez envoyer les noms. Il va te dire, j'ai commencé à la calmer, après voilà. j'ai fini on va encore une fois rien entendre de ces extraits, c'est ça? Mais non, parce que cette fois, ce sont... Non, ça c'est des trucs de commentateurs. Voilà, ça ce sont simplement des indices. À la fin, une fois que j'aurai tout égrené, je vais me connecter sur la page Saderail, j'y suis déjà, et je vais prendre les 3 premières meilleures réponses. Le premier marquera 3 points, le deuxième 2 points, et le troisième, à m'avoir donné la bonne réponse, marquera 1 point. À la fin, on fera les totaux, et celui qui aura le plus de points repartira avec cette œuvre d'art digne du Pulitzer. Je vous explique les règles. Il y a 5 noms donc à découvrir, un 6e en cas d'égalité. Tous les noms choisis aujourd'hui sont sélectionnés pour le Tour de France. Il peut y avoir des pièges, mais il n'y aura pas de noms inconnus, puisque tous les cyclistes retenus sont en activité et donc retenus pour le Tour. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. On n'a pas le droit de jouer avec Pro Cycling Stat. Vous n'avez pas le droit de jouer avec Pro Cycling Stat. De toute façon, vous n'avez pas intérêt de jouer avec Pro Cycling Stat, puisque je vais dégainer des indices à la vitesse de la lumière. Cycliste de 22 ans, né en 2001. J'ai appris ma sélection près d'1 mois avant le départ du Tour, même si celle-ci ne faisait guère de doute au vu de mon début de saison. Je compte déjà 3 victoires en 2023, dont une sur mon championnat national de chrono. Entré dans le top 10 de 5 des 6 courses par étapes que j'ai disputées cette saison, je suis aussi monté sur le podium d'une classique, le Grand Prix du Morbihan, en prenant la 2e place. Passé par Arkea puis Cofidis, j'évolue désormais dans une équipe étrangère, qui a donc été cette semaine la première à dévoiler son équipe pour le Tour de France Femmes. 10e de la course en ligne des France, je porte le maillot de la Cératisite et j'ai remporté cette année le Tour de Normandie. Alors je suis très inquiet parce que je n'ai aucune réponse. Attends, le temps si. Si. Ah voilà. Johan Tritz, 3 points. Et Théo en a 2. Il y a un excellent Skelmose qui a été donné. Alors Skelmose, ce n'est pas ça. Et James nous a donné Cédrine Kerbaol, puisque c'était la bonne réponse. Donc pour l'instant, le chat ne marque pas. Tu nous avais pas dit qu'il y avait du cyclisme féminin. Non, mais j'ai dit qu'il y avait... c'était une grosse... J'ai dit qu'il y avait des pièges. J'étais en train de bugger, j'allais mettre la porte. Donc j'ai mis n'importe quoi. Allez, c'est reparti. Deuxième coureur, cette fois-ci, c'est un homme. Il a 24 ans. Il participera cette année à son 3e Tour de France où il n'a jamais gagné d'étape. Il ne compte d'ailleurs qu'une seule victoire professionnelle. 2 fois dans le top 10 du Tour des Flandres. Il est également agile sur la piste où il a été sacré champion d'Europe à 4 reprises, 2 fois en junior, 2 fois en espoir. Ancien colocataire d'Etanator à Londres, il ne court pas dans l'équipe Ineos, mais il portera sur ce tour les couleurs britanniques. Il tentera enfin de vaincre Mads Pedersen qu'il avait devancé à Saint-Etienne sur le Tour 2022, puis à Talavera de la Reina sur la Vuelta pour s'offrir un premier succès sur un grand tour. Pas bon ce que j'ai mis. Latib va marquer 3 points avec Fred Wright. C'est le premier à avoir dégainé. 2 points pour Théo, qui va donc prendre la tête du quiz. Et James. Non, il a répondu avant moi. James a répondu devant Johan et devant Fricadel, qui enchaîne les réponses à côté, puisqu'il nous a donné Sheffield. Allez, 3e coureur. Lui a déjà gagné sur un grand tour et plus précisément sur le Tour de France. C'est d'ailleurs son seul succès en dehors de son pays, puisque ses 3 autres victoires professionnelles, il les a décrochées soit sur ses championnats nationaux du chrono, soit sur le championnat continental du chrono qui était organisé dans son pays. Il a passé 5 ans chez AG2R avant de bifurquer chez Astana, qu'il a finalement quitté pour sa nouvelle équipe en 2022.
Coureur non européen de 32 ans. Il a décroché son succès d'étape sur le Tour l'an passé, en 2022, en devançant Valentin Madouas et son coéquipier Michael Woods. 21e du récent Tour de Suisse. Il n'a pas disputé son championnat national cette semaine, remporté par Nicolas Zukowski. Aïe, 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 j'ai mis du temps. Je pense que j'ai pas 3 points, 3 points pour Johan. Mais oui, j'ai mis du temps pourtant. Oui, 3 points pour Johan qui nous a donné Hugo Hull. Samuel va aller marquer 2 points. Il n'y aura pas de dernier point à attribuer puisque personne d'autre n'a trouvé. Nous sommes à mi-chemin. 1 point sur les scores. Johan est en tête devant Théo, Latib. Samuel et James sont à 2. T'as mis un Belge dans les 6 ? Tu veux des indices comment ça se passe? Il en reste donc 2 avant potentiellement un 6e en cas d'égalité. Je n'ai gagné que sur le territoire français. Pas sur le Tour, mais sur une épreuve du World Tour, ainsi qu'une étape sur le Tour de l'Ain. Bon grimpeur sans faire partie des meilleurs, je me suis surtout distingué cette année sur des courses d'un jour, avec un top 10 sur une épreuve labellisée World Tour, et remporté par Søren Kragh Andersen. J'ai des top 10, j'en compte aussi sur la Rein Paraíso Interior, l'Eguelia ou la Faune Drôme Classique. Contrairement aux coureurs précédents, moi j'ai bien disputé mon championnat national ce week-end, il a été remporté par Emmanuel Bourman. Quant à moi, j'ai fait parler de moi très récemment sur les routes du Dauphiné en s'imposant au sprint à Crest-Voland pour une victoire d'étape. De qui parlons-nous? Ah, j'ai mis du temps aussi là. Oh là là. Oh là là, il n'y a qu'une seule bonne réponse, c'est Johan Tritz. Attends, il y a 2 demandes. Ah, il y a des demandes, on aurait dû... Alors, Van Gils, c'est pas bon. On accepte les nouvelles demandes. Ce sont des gens qui ne nous suivent pas, très certainement. Ouais. Nicoden, c'est pas bon non plus. Johan, tu es le seul à avoir la réponse, donc je vais gagner le livre. Mais tu l'as déjà. Donc. Ah oui, mince. La réponse, s'il te plaît. Oh pardon, c'est Gerd Zimmerman. George Zimmerman, tout simplement. Ouais, je viens de le dire. Ah oui, il a écrit, effectivement, il y a 2 secondes. Comment ça Je te mets qu'un point. Ouais, je te mets qu'un point parce que c'était trop tard. Il y a la 3G chez Théo ou c'est comment? C'était trop tard. Sharkman, c'est pas bon pour Samuel. 1 point sur les scores. Johan est à 9, mais bon, Johan ne peut pas gagner puisqu'il a déjà le livre. Pour l'instant, ce serait Théo qui gagnerait le bouquin. Toujours en course avec Latib. Samuel et James sont à 2. Genre ça, alors que tu m'as jamais donné, mais c'est bien. J'ai pas donné quoi? Le livre. Bah, de livre. Au moins, je vais le gagner. Tu vas peut-être le gagner par toi-même. Dernier coureur avant potentiellement un 6e en cas d'égalité. C'est un néerlandais plutôt rapide au sprint, voire très rapide au sprint, qui a été formé au sein de la Rabobank Développement, mais qui ne disputera pas ce tour sous le maillot de la Jumbo-Visma. Grand gabarit, je mesure plus d'1m90. Ma plus belle victoire professionnelle, c'est un succès d'étape sur Paris-Nice, où j'avais devancé Mads Pedersen. Passé par la Seg Racing Academy comme Dainese ou Grooves, je devrais logiquement endosser le rôle de coéquipier sur ce Tour de France. Et plus précisément de poisson pilote pour un coureur en chasse d'un certain record. Vous l'avez compris, je porterai le maillot de la formation Astana, où j'ai signé cet hiver en provenance de DSM. Mon nom ne comporte que 3 lettres. Bon. Et là, il y a beaucoup de bonnes réponses. Je même pas. Samuel va prendre 5 points avec Case Ball. J'avais complètement 2 points oublié. pour James. Ouais. Qui est à 4. Je remonte. C'est Théo qui va aller arracher le dernier point juste devant Victor et Latib, ce qui permet donc à Théo de s'imposer. C'est Johan qui remporte le quiz. Mais le bouquin est donc pour Théo. Désolé pour le chat qui est passé. Peut-être qu'il pourra le faire regagner la prochaine fois. Faut le donner au premier du chat. On peut le donner au premier. Alors, si Théo redistribue son gain, je fais le dernier nom. Faisons le dernier. Et le meilleur, pour la beauté du geste. Le meilleur des autres récupérera la dotation. Donc Théo, particulièrement généreux, qui avait déjà raflé, on le rappelle, le maillot de la Quick Step. Ouais, mais celui-là, il a pas donné un auditeur. Non, celui-là, il l'a gardé. J'espère qu'il l'utilise pour ses nombreuses sorties sur sur Home Trainer. Allez, le dernier. Donc, si on raye Théo et Johan et James, ça va jouer entre Latib et. Minute papillon, moi qui a dit que je me barrais, moi. Oui, c'est vrai. James n'a pas dit. James n'a pas dit qu'il ne l'avait pas. Non, mais en fait, ça coûte trop cher. Malheureusement, ça coûte trop cher d'envoyer en Belgique. On va pas pouvoir te le donner. Allez, je vais te plumer, Jérémy. Le dernier avec les frais de port. Le dernier. Et en plus, vous savez quoi, le dernier, il est peut-être pour James. Un Belge. Parce que on a le droit de jouer quand même. Tout le monde joue.
Ah, on joue pour le plaisir. Tout le monde joue. C'est un coureur qui va découvrir le Tour de France et qui est membre de l'imposante colonie belge sur les routes de la Grande Boucle. Et d'ailleurs, le coureur dont on parle, il n'a gagné qu'en Belgique. Transféré cet hiver d'une équipe belge vers une autre équipe belge, j'ai probablement convaincu mes nouveaux dirigeants en montant sur le podium d'un monument en 2022. Double champion d'Europe de cyclocross espoir, je me fais petit à petit un prénom sur la route. Pourquoi un prénom ? Car Ben, mon homonyme, brille dans le peloton depuis le début des années 2010. Membre d'Alpecin Deceuninck, j'ai contribué au triplé de ma formation sur une course exceptionnelle, l'Antwerp-Porte-Épique, qui me semble-t-il avait été commenté par Johan Tritz. Tout à fait. Si je dis pas de bêtises. Oui. Alors, Van Gils, c'est pas bon. Prise de bande, je crois. De Boist, c'est pas bon. J'ai que des Van Gils. Non, c'est Quinten Hermans, Ouais. c'est Johan. Hein, Ils m'ont fait douter ces Tchèques. J'ai mis Quinten. C'est le Ben qui m'a. Il y aura Samuel qui va aller marquer et Victor qui devance la Tib. C'est donc Samuel avec 7 points qui va hériter du livre. Ah, tu nous rassures. J'espère que tu n'habites pas en Belgique, Samuel. Non, je crois qu'il est d'Occitanie. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Van Gils ou Van Gils, ce qui vous a mis sur la fausse. J'ai tenté un bluff. Tu dis, il découvre le Tour de France. Je me suis dit, bam, j'y vais direct. Vous et puis avez le droit après, j'ai pu écouter. d'actualiser vos réponses. Oui, mais bon, ça. En fait, il était persuadé d'avoir juste, donc on a arrêté de. Ouais, je pense que c'est pour ça. Puis peut-être qu'il connaissait pas, il a pas compris les règles. Donc victoire large, nette, sans bavure de Johan et Samuel va donc généreusement récupérer le livre offert par Théo. Très bien, merci Monsieur Saakian. Donc la Samuel victoire... qui nous enverra évidemment. Oui, c'est Gordon. Je connu dans la ça. maison. Évidemment, je vais devoir m'occuper de tout ça parce que toi, tu fais pas grand-chose à part écrire des livres. Mais du coup, on va pouvoir enchaîner. Merci d'avoir participé. On est dans la dernière ligne droite, c'est les paris, mais je suis obligé de rester un peu sur les paris parce que on a une nouvelle à vous annoncer. Ah, c'est même pas vrai. Bon, il y a un grand match paris, c'est vrai. Et Samish 12 000 qui dit un grand merci à Théo, donc puisqu'il aurait pu gagner ce mais je lui en prie. Voilà. Donc avant-dernière surprise de la journée, les paris sont maintenant sponsorisés par le site de paris The Bet. Je vais même mettre une petite image pour vous qui nous sponsorise pendant ce Tour de France et peut-être plus si affinité. Je suis obligé de mettre la bannière pour vous parce que évidemment il y a des choses à dire par rapport à ça. Attention, c'est dangereux les jeux d'argent. Donc du coup The Bet, faut que je mette, il va mettre le paquet sur le Tour de France avec plein d'animations, des jeux, des promos, des boosts, des free bets. Et Saderaï va d'ailleurs vous donner un petit coup de pouce en vous inscrivant avec notre code promo Saderaï tout attaché. Vous allez avoir votre premier dépôt doublé jusqu'à 100 €. C'est ça le truc. En gros, vous mettez 20 €, et ben finalement vous avez 40 €. On n'est pas idiot. Non mais j'explique. Et pour vous inscrire, il suffit d'aller sur le lien que je vais mettre en description de cette vidéo, ou alors tout simplement aller sur le site The Best et vous mettez le code promo Saderaï. Ça nous donne aussi un petit coup de pouce, on va pas se mentir. Donc allez-y en masse. Mais faites attention, ne pariez que ce que vous pouvez perdre. Les jeux d'argent, ça reste dangereux. Je le disais tout à l'heure et j'insiste là-dessus. Du coup. Qu'est-ce que je voulais dire ? On parle sur les paris. On va commencer très rapidement. Paris, maillot jaune avec Jérémy Saakian. Paris maillot jaune pour la victoire finale ? Oui, évidemment, la victoire finale. Pogacar pour Jérémy. Théo. Vingegaard, donc ils sont tous les deux à 2,15 voilà sur The Bet. James. Poggi, Poggi. C'est tellement. 2,15. Donc tout le monde met Pogacar ici. Très bien. C'est quoi la C'est le pronostic le plus long de c'est 2,15 donc pour Pogacar. Normalement, ça doit faire tac tac tac. Et alors pour le podium, quelqu'un pour le podium, Jérémy. Je sais plus que Hindley, je crois que j'avais dit. Hindley qui est donc le troisième qui est à 16. Il a pour le vainqueur, pardon. Mettez pas trop cher quand même sur 3 pour le podium pour Hindley. Théo, t'as mis quoi toi ? O'Connor qui est à 6 et moi j'ai mis Egan Bernal sur le podium qui est très loin. Egan Bernal est à 26 pour le podium, donc je vous donne des belles cotes. Maillot vert, on enchaîne. Philipsen. James. Allez, je garde mon pronostic. Poggi, il est à combien là sur le maillot vert ? Oh là là, il va me faire chercher des trucs. Alors, classement par points. Du coup, Poggi est à tac, il est derrière Christophe Laporte, derrière Jordi Meus. Tadej Pogacar est à 40 pour le maillot vert. Allez, je mets 1 €. Et Théo, tu mets Guilhermet aussi. Guilhermet, pardon. 11 pour Guilhermet. On enchaîne. Maillot à poids. Poggi. Voilà, alors Poggi pour le maillot à poids. Alors je peux te dire que là on est pour le maillot meilleur grimpeur. Pogacar est à 4,50. Le favori c'est Giulio Ciccone qui est à 4,50. James, tu mets qui ?
Ciccone qui est à 4,50. Et donc pour Théo, Vingegaard qui est tac, il est à 6. Moi, je voulais mettre Thibaut Pinot qui est à 18 parce que pour le doubler, c'est plus arrivé depuis Claudio Cappucci en 92, meilleur grimpeur sur le Tour d'Italie et le Tour de France. Et puis maillot blanc, on va pas besoin de le dire, maillot blanc. Qui a mis Anthony Nicolas en maillot blanc? C'est Théo. C'est moi. C'est pas très simple. Il y a possibilité. Et dernière chose, là, c'est le plus important, c'est pour la cote du prochain vainqueur, donc le premier vainqueur d'ailleurs ce Tour de France, qui sera le premier maillot jaune de ce Tour de France, qui va gagner donc l'étape. Ou alors mettez-moi un podium, mettez-moi une belle cote à Bilbao, du coup. Jérémy. Carlos Rodriguez. Carlos Rodriguez à Bilbao. Alors je l'ai même pas là. Alors là, je vais même pas chercher. Inconnu. Jérémy. Je pense que ce sera Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel. Tu veux une belle cote? Je pense que qui est pas favori, qui a 5. Je pense que Pogacar sera sur le podium. Pogacar est sur le podium, c'est à 1,93. Ah bah, nul à jouer pas. Super code, Jérémy. Théo, t'as pensé à quoi? Pidcock vainqueur. Pidcock vainqueur est à 12. C'est pas si mal, tu vois, ça c'est une belle cote. Voilà. Par contre, moi il y a une belle cote que j'aimerais jouer, je sais pas si tu me la trouveras, c'est Alpecin gagne au moins 5 étapes. Bon, t'aurais dû travailler en amont parce qu'on en a parlé cette semaine. Non, mais il y a des équipes qui remportent au moins une étape, ça c'est bon. Bah, d'ailleurs, c'est pas dans l'ordre parce qu'ils jouent à Arkea Samsic. Bon, on fera pour la semaine prochaine. Oui, on fera tout pour la semaine prochaine. Déjà, s'ils en ont remporté 5 dans les premières, parce que si Van Der Poel en 4-2-3 et Philipsen aussi, ça va faire beaucoup. Donc voilà, Van Der Poel, Pidcock et donc Carlos Rodriguez, que je n'ai pas trouvé dans la liste, mais j'ai pas envie d'aller chercher pour vos paris. Merci. Alors, surtout qu'on n'a pas mis une seule. Donc si jamais vous avez besoin de parier, si vous voulez aller parier, n'hésitez pas à le faire autrement. Et avec le code. Et avec modération. Le code Saderail avec modération, je mettrai sur Twitter. On a la Fantasy, la route du Tour aussi qui va arriver. On aura aussi des pastilles Tour de France avec The Bet qui vont arriver. Le podcast bien sûr le lundi, jour de repos. Bon merci. On va finir dessus. Merci voilà d'avoir participé à ce grand podcast qui a duré quand même 1h40. Je vais couper. Bon tour. Allez, merci. Salut. Merci à tous et bonne journée évidemment et bon Tour de France.